Non, mais je sais pas, je vois pas l'image en fait. Voilà. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 10 décembre 2020. Nous sommes réunis ce soir pour revenir sur le PSG Istanbul de mercredi soir. Alors, comme je l'ai mis sur le site, ça a été un match très particulier qui restera historique de par ce qui s'est passé mardi soir notamment. Mais nous allons nous concentrer, nous, sur la partie vraiment jeu, terrain, plus, j'ose pas dire football, parce que ce qui s'est passé mardi, c'était aussi du football, malheureusement. Mais étant donné que les joueurs ont fait ce qui était à faire selon nous, on ne reviendra pas sur cette partie. Voilà, je préfère le dire tout de suite pour ceux qui s'attendaient à un débat de presque de société. On va se concentrer plutôt sur les 13 plus 77 minutes de jeu qui ont été répartis sur mardi et surtout mercredi, parce qu'on va, je pense, plus parler de mercredi que de mardi. Et nous sommes 4 pour revenir sur ce match contre Istanbul Başakşehir. Nous avons plus ou moins l'équipe habituelle, donc bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, nous avons l'enfant terrible qui est là. Bonsoir Simon. Salut, bonsoir à tous. Et voilà, et nous avons Titi qui est là aussi. Bonsoir Tigno. Salut, bonsoir à tous. Et voilà, et donc pour ceux qui veulent savoir où est Omar, Omar n'avait pas eu le temps de voir le match en entier. Il est donc préservé pour la Coupe d'Europe. Et il reviendra dès lundi pour le très gros podcast PSG Lyon plus tirage au sort Ligue des Champions. Voilà. Bonsoir à tous sur live, je vois qu'il y a déjà quelques noms que je connais bien qui sont là. Simon qui m'en dit des likes, donc c'est dire si tout est normal. Tout va bien. On va attaquer tout de suite sur ce PSG, donc Istanbul Başakşehir, qui était la 6e et dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Je tente de vous retrouver les buteurs et les minutes. Donc ouverture du score de Neymar, puis difficile de la louper, celle-là tellement elle était belle à la 21e. 2-0 Neymar 38e, 3-0 Mbappé 42e. 4-0 Neymar 50e, Mehmet Topal qui réduit le score à la 57e, et enfin Mbappé qui met le 5e et dernier but parisien à la 62e. Donc, je pense que je vais faire le famoso au bout du match. Il y a des gens qui arrivent sur le live, donc bonsoir à tous, ça fait très plaisir de vous entendre, de vous voir et tout. Sur les deux lives, YouTube et Twitter, je vous vois des deux côtés, ne vous inquiétez pas. On nous dit Paredes capitaine pendant 2 minutes, mais c'est bien pour ça que Simon est venu, sinon il serait pas là. On ne l'aurait pas invité le bougre. Bon, Pendant 12 minutes déjà. voilà. Attention docteur Enrico, Simon va venir te parler. Et oui, on finira par un petit mot sur les adversaires potentiels en 8e de finale, puisque ça sera le dernier podcast avant celui de lundi soir où le tirage aura été effectué. Donc, on attaque tout de suite ce fameux pot du match. Bon, une rencontre qui est forcément particulière, comme je l'ai dit en introduction, puisque c'est rare qu'un match de football dure pratiquement 24 heures, déjà, même s'il y a eu 22h30 d'arrêt au milieu. Donc la rencontre, globalement, on avait vu dès mardi soir que ça allait être quand même un match un peu de Ligue des Champions. Les Turcs étaient vraiment, ils étaient bien rentrés dans la partie. Il y a cet arrêt de jeu ensuite, donc de 23, 22, je sais même plus combien d'heures. Bref, ça reprend et on voit même dès la reprise qu'ils sont pas si loin d'ouvrir le score. Ils ont 2 belles occasions. Et malheureusement pour eux, ou heureusement pour le PSG, on va plutôt dire heureusement pour le PSG, parce qu'on est quand même plutôt un podcast parisien que pro Başakşehir. Je pense que la première occasion a sifflé pratiquement la fin du match. Après, ça déroule. Déjà, le PSG avait la mainmise totale sur la rencontre. Le deuxième but met Paris à l'abri, et c'est pas forcément un hasard. Si juste après le deuxième, il y a le troisième, bah, c'est un peu comme contre Bordeaux d'ailleurs, où on reprend le ballon sur l'engagement et on va en bout. Donc voilà, et ensuite, à 3-0, le match est fini, 4-0, 4-1, 5-1. Et plus généralement, les 20 dernières minutes sont à mon sens assez anecdotiques. Je sais que certains vont hurler alors que ça reste un match Ligue des Champions, mais l'écart de niveau était tel qu'il y a eu un match qui a duré 13 plus 15-20 minutes, j'ai envie de dire. Ensuite, le talent a fait la différence. Et il faut rendre hommage à Başakşehir parce qu'ils ont jamais vraiment renoncé. Même à la fin, ils continuaient d'attaquer. Il y a Navas qui fait un arrêt à 87e, je crois. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas lâché. Mais l'écart de niveau est beaucoup trop grand. En fait, ce match m'a beaucoup rappelé, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que c'était un peu à la même heure. Il y a 2 ans, il y avait eu PSG Étoile Rouge de Belgrade qui s'était joué à 18h55. Donc je parle du match version mercredi. Et ben, je trouve qu'il y avait beaucoup de points communs. Un Neymar stratosphérique, une équipe adverse qui est très forte chez elle, mais qui a beaucoup de mal à l'extérieur, parce qu'elle avait déjà pris 4 buts à Manchester, elle en avait pris 2 à Leipzig, puis encore 4 chez elle contre cette même équipe de Leipzig. Donc une équipe de Başakşehir qui est de bonne volonté, qui est pas si mal coachée, qui a quelques bons joueurs, mais qui sur la durée ne peut pas tenir, qui avait en plus toute sa charnière centrale absente, à savoir, comment il s'appelle, Epoureanu et Cartel. Schkertel surtout, voilà,
qui sont quand même 2 titulaires très importants qui assurent vraiment une assise à cette équipe. Donc voilà, globalement, je trouve que ça a été un match qui ressemblait un peu beaucoup avec un PSG qui est en mode Ligue des Champions face à une équipe que je dirais, allez, de milieu de tableau Ligue 1. Bah, Enzo Crivelli, par exemple, c'est le niveau milieu de tableau Ligue 1, c'est pas méchant de le dire. Et il manquait plusieurs bons joueurs aussi, je pense à Visca notamment, qui est leur capitaine, qui n'était pas là en attaque. L'arrière gauche, Bolingoli, qui était que remplaçant. Bref, il y avait tout un tas d'éléments qui font qu'il y avait un énorme écart entre deux équipes, que 5-1 reflète très largement la domination parisienne, et que finalement, il y a pas eu un match ultra intéressant en termes d'opposition. C'est peut-être plus finalement ce que le PSG a été en mesure de faire qui était intéressant, plus que la qualité de l'opposition. Juste un truc, on me dit sur live, la solidarité des Parisiens et le report du match a éteint l'envie des Turcs. Je pense qu'effectivement, on peut le noter, le report du match a eu un impact sur la reprise du jeu notamment. C'est-à-dire que les Turcs ont été vraiment à fond pendant 5-10 minutes et le but leur a un peu rappelé que bon bah eux ils jouaient plus rien, et au contraire je trouve que certains joueurs parisiens, je pense notamment à Kimpembe qui avait été très, très impliqué dans tout ce qui s'était passé la veille, a eu beaucoup de mal à rentrer dans sa rencontre. Ouais, il a Comme... eu 3 minutes difficiles. Désolé de Mais te tu as couper, raison, Philo. tu as raison, vas-y. Il a eu 3 minutes difficiles dans l'occasion dont tu parles, dès la reprise du match. Ça part dans son dos avec le Gulbrandsen, un truc comme ça. J'ai Ouais, oublié son nom, Gulbrandsen, pardon. ouais. Oh, c'est pas très Voilà, grave, t'inquiète pas. qui part dans son dos étant une frappe un peu sur Navas. Mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal au début. Il y a eu des contrôles un peu compliqués, des touches de balle trop longues. Donc c'est vrai qu'il a eu du mal à rentrer dans son match, mais après il a réussi à se mettre dans le temps. Oui, voilà. Mais c'est là où on se rend compte que ça a vraiment été un match particulier. Cet arrêt d'une journée, hein, on peut le dire, une journée complète pratiquement, où bah, ce qu'a expliqué Tourelle en conférence de presse, savoir que bah, en fait, on n'a pas trop parlé de sport, on a surtout parlé de ce qui s'était passé la veille. Et on a repris un peu. Bon, c'est jamais très évident une reprise de match comme ça arrêtée. Finalement, le PSG a fait le travail assez vite. Et puis, avec un Neymar comme ça, il pouvait pas t'arriver grand-chose. Donc, voilà un peu mon pouls du match. Je suis un peu parti dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, voilà un peu ma vision de la chose. Simon, Tigno, Mathieu, pour continuer ce pouls du match avant qu'on passe un peu à l'analyse collective. Vous battez pas. Moi, Hein. je te Oui, vas-y, Mathieu. Allez. Bah, si on fait comme d'habitude. Tu as raison. Non, Gardons moi, les repères. Gardons les repères. Moi, je te rejoins sur le fait que c'était quand même assez piégeux, la question du report. Parce qu'en 24 heures, tu peux perdre un peu de concentration, tu peux repartir sur un nouveau match avec ouais, peut-être moins concentré, moins déterminé, et en oubliant un peu l'objectif qui était quand même de gagner et de valider cette première place qui semblait un peu inespérée il y a 2 semaines, mais qui était devenue une obligation au vu du résultat de Leipzig la veille, et surtout Attendez. Oh là 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 là, ça a sauté encore une fois, c'est pas vrai. Attendez. Ah ouais, Bon. sérieux? Ouais, je sais pas pourquoi. Depuis, ça fait. Merde. Bon, attendez, je coupe l'enregistrement. Nous sommes de retour. Je m'excuse, je sais pas trop ce qui s'est passé. On a visiblement eu le même problème que l'autre jour. On va attendre que tout le monde arrive sur le live. Normalement, il n'y aura pas de souci cette fois-ci. J'ai remis le lien sur le compte YouTube. Et donc, on vous entend, on nous entend, tout va bien. Donc, je crois que c'était Mathieu qui était en train de parler du fait que le report avait touché des... non, il pouvait avoir un impact Voilà, c'est sur ça. la façon dont le PSG allait approcher la reprise. Et de fait, c'est ce qu'on a un peu vu sur le début de la rencontre. Début de rencontre assez hésitant, et Istanbul qui changeait un peu son approche par rapport à la veille. Une approche un peu plus offensive, et la volonté d'aller presser haut le PSG. Hein. Dès une sortie de but de Navas, tu avais presque une individuelle sur les joueurs parisiens à la relance, et ça a donné un ballon perdu. Donc l'Istanbul qui est sorti avec peut-être plus de velléité offensive, mais en même temps un peu moins d'agressivité que la veille. Pourquoi c'était pas plus mal pour nous, et que c'était parti sur des bases assez élevées. Ils ont fait 5 fautes mardi dans les 13 premières minutes, et dans le premier quart d'heure mercredi, donc de la 13e à la 30e si on veut, ils en ont fait 0. Donc ça montrait bien un peu le différentiel d'agressivité, et on n'a pas vu les attentats les grosses charges sur Neymar de la part de Raphaël notamment. Donc de ce point de vue, ça nous a plutôt avantagé. Et après un début hésitant, je dirais que le PSG, comme tu l'as dit, a assez déroulé, dans quelque part les différentes phases du jeu ou les différentes phases d'attaque. C'est-à-dire, et les 2 buts sont là pour le témoigner. Le but de Neymar, c'est sur une attaque placée, où il y a un décalage qui est trouvé. Kimpembe trouve Verratti un peu libre dans le dos d'un milieu qui est sorti sur Kimpembe, et ensuite Verratti trouve Neymar. Et le deuxième but, c'est une contre-attaque
il me semble sur un coup de pied arrêté d'Istanbul. Donc ensuite ça déroule et c'est un peu tout ce qu'on a vu sur la première mi-temps, mais même sur la deuxième mi-temps, c'est-à-dire que Istanbul se livrait, et quand l'Istanbul se livrait, essayait d'attaquer, Paris attaquait les espaces et était assez létal en contre, enfin, se procurait des occasions très très facilement. Et même sur attaque placée, il y avait quand même la possibilité de trouver des décalages. Les côtés étaient assez libres et on arrivait à trouver les joueurs lancés. Et quand c'était pas le cas, le ballon revenait et on n'avait pas trop de mal à assurer la possession et ensuite à toucher soit Neymar, soit Mbappé. Donc au global, je dirais un match où il n'y a pas eu photo et où Paris valide une première place qu'on n'osait même plus espérer après le troisième match et Oui. qui fait beaucoup de bien au vu des différents. Enfin, au vu de la configuration du tirage au sort de lundi, puisqu'on voit quand même une nette différence de niveau entre les adversaires qui ont fini premier et ceux qui ont fini deuxième. On aura l'occasion d'en reparler un peu à la fin. Ouais, on finira Donc c'était là-dessus. vraiment une première place importante. Et avec la manière, donc avec le PSG qui est traîné aussi un nouveau système, un système de la continuité de Montpellier, mais cette fois avec les joueurs plus titulaires, plus de l'équipe type. Et de la fin de Manchester aussi. De la fin de Manchester aussi, oui. Mais là, on avait Danilo en libéro, défense. vraiment pas au milieu de terrain pour faire la digue devant les trois centraux. Donc oui, ça va être aussi l'occasion d'en discuter. On verra sur les prochains matchs si ce système sera maintenu. En tout cas, on n'imaginait pas du tout la veille du match dans le podcast de lundi qu'il puisse être renouvelé face à une équipe comme Istanbul. Mm. Mais ça a plutôt bien marché. On aura l'occasion aussi de détailler. On va passer On a eu dessus. Là. Ouais, donc voilà. Non, au final, excuse-moi, je un t'écoute. match très, très sympa, un match très sympa, très plaisant, beaucoup d'occasions, des performances individuelles abouties, et puis aussi la sensation que l'équipe retrouve un peu de physique, que les choses tournent enfin du bon sens après une première partie de saison qui était assez délicate. Ouais, ce qu'on a vu sur le live, effectivement, le deuxième but, on a quand même un sacré coup de bol avec le coup de tête du défenseur d'Istanbul dans le vide, là où il lit mal la trajectoire et il se fait oui, lober. c'est une mauvaise appréciation du défenseur qui est assez grotesque quand même sur le contre. J'ai cru revoir un célèbre latéral belge. Une appréciation pareille. Et ouais, sauf que le latéral belge, il n'était pas remplaçant normalement. oui, c'est vrai. Et on me demande sur le live, est-ce que vous avez Discord? Oui, nous passons par Discord pour avoir ce salon vocal entre nous pour organiser le podcast. Mais c'est pas le Discord le problème, ça a été OBS Studio, si vous voulez tout savoir. Autre remarque qu'on te fait sur le live, Neymar de retour de blessure, 3-4 matchs pour se mettre en route et puis un match déclic et après hop, c'est parti. Effectivement, il y a un peu de ça. Quand même, une petite nuance, c'est que tu as vu sur la fin du match, quand il était un peu plus fatigué, qu'il a commencé à perdre plus de ballons, etc. Donc c'est assez marrant de voir le type de joueur que c'est-à-dire que il peut jouer en fait que d'une certaine façon, on va dire. Et après, c'est son état physique qui fait la différence entre les moments de perte de lucidité et les moments où il marche clairement sur l'eau. Donc c'est assez particulier, mais bon, c'est vrai qu'il y a un peu une récurrence maintenant. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois qu'il a ses 3-4 premiers matchs à chaque fois de retour de blessure où il enchaîne les pertes de balles, etc., avant de monter en puissance et de revenir vraiment à son niveau sur la suite. Après, il y a un truc qui est marrant, c'est que ce que disait Tourelle, c'est qu'en fait, il n'a pas parlé que du retour de blessure. Il a dit, en fait, il a jamais pu lancer sa saison jusque-là. Il a toujours été Covid, tout ça. Enfin, en gros, à chaque fois qu'il commençait à pouvoir enchaîner, il était coupé. Et là, c'est la première fois qu'il peut vraiment faire 4-5 matchs d'affilée. Effectivement, bah là, tu vois qu'il monte en puissance. Après, c'est vrai que ces 20 dernières minutes, faut être honnête, c'est un peu les jeux du cirque. Quoi. Il fait n'importe quoi et personne lui en veut parce qu'il a fait 70 minutes auparavant d'un niveau. Les mecs, enfin, je pense que tu vois des performances individuelles comme ça une fois tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans quand tu es dans l'équipe adverse, parce que c'est des phénomènes que tu croises qu'une fois dans ta vie peut-être. Après la fin, bon, il est fatigué, tout le monde sait que le match est fini, bon, on s'en fout un peu de la fin quand même. Mais bon, voilà. On nous dit au final, ça se sentait dans le match qu'Istanbul a vraiment été touché par l'accident. Le match aller et le retour, c'est le jour et la nuit. Alors après, il faut voir aussi les matchs contre Leipzig. Déjà, les erreurs qu'ils ont faites en défense, par exemple, c'est des erreurs qui sont récurrentes. Contre Leipzig, ils avaient pris 4 buts, ils auraient pu en prendre plus. C'est aussi une équipe qui est quand même pas terrible, faut le dire. Ils sont 8e ou 9e du championnat de Turquie. C'est pas étonnant qu'ils en prennent 5 au Parc des Princes, surtout face à un PSG concentré en mode Ligue des Champions et qui est pas décidé à laisser passer sa chance. Quoi. Bon. Simon, qu'on a un peu entendu jusque-là, est-ce que tu veux un peu passer sur ce dispositif en 3-5-2 que nous avait réservé la Mituche? Ouais, bah il y avait quand même une originalité, parce qu'on avait l'impression de revoir, en fait, dès le coup d'envoi, le genre d'équipe avec lesquelles on peut finir les matchs de Ligue des Champions une fois que tout le monde est bien fatigué, quoi.
C'est-à-dire que Neymar et Mbappé sont les deux seuls devant. T'as une défense à 5 avec 3 défenseurs centraux, histoire de blinder un peu ta base arrière. Et je pensais pas honnêtement qu'on verrait ce type de composition d'entrée dans un match de Ligue des Champions archi décisif, même face à un adversaire qui était beaucoup plus inférieur. Donc ouais, il y a eu cette première originalité là, et je sais plus si j'en parlais dans le podcast ou si j'en parlais en privé avec l'un d'entre vous, mais j'étais plutôt sur la ligne avant le match de mettre le plus de techniciens possible sur le terrain. Non pas qu'il faille faire ce genre de choses à tous les matchs forcément, mais face à Başakşehir, j'imaginais quand même que il fallait leur laisser le ballon le moins possible, leur donner le moins d'opportunités de te presser, de te pousser à l'erreur, et de vraiment, à domicile, contrôler au maximum le ballon pour ensuite dominer le rythme du match et pas pouvoir subir trop de temps faible en fait. En fait, tu l'avais expliqué en conférence de presse lundi avec Moïse Kean. C'est exactement ce qu'avait dit Tourelle, Simon, en fait, en gros. De ne pas leur laisser la balle, les mettre dans leur camp, les empêcher de jouer des contres le plus possible, gros contre-pressing, justement, pour tuer dans l'œuf toute leur velléité, en gros, quoi. Bah, ça, c'est la théorie, mais il y avait quand même l'histoire des cartons qui pouvaient faire douter notamment mettre Verratti et Paredes ensemble au milieu de terrain. Donc ça, c'était comme une interrogation où tu te disais, bon, il y en a forcément un des deux qui pourrait sauter, sûrement Paredes d'ailleurs, vu que Verratti était pressenti pour être le leader du milieu de terrain, qui laissait forcément la place à Herrera ou Gay. Bon, il n'en a rien été puisque tous les techniciens ont été sur le terrain. T'as eu Florenzi en latéral, t'as eu Rafinha en relayeur droit, Verratti en relayeur gauche et Paredes devant la défense, avec Danilo du coup dans un rôle de libéraux qui le préserve un peu de la densité et de la pression adverse avec le ballon. Donc c'est vraiment ce type de rencontre qu'on a mené. Là, je vois en première mi-temps, on a 71% de possession, 94% de passes réussies. On produit 10 tirs, on n'en concède que 3, même s'il y a une grosse occasion, notamment après l'erreur de Kimpembe dès la reprise du match à la 14e, je crois. Donc ouais, ça a été plutôt objectif atteint, mission réussie. Et il faut quand même souligner le fait qu'on pouvait peut-être craindre un manque de fixation de la défense, d'occupation de la surface. Je ne sais pas si l'enjeu compétitif un peu relatif du côté d'Istanbul ou le fait aussi qu'ils aient une équipe quand même diminuée, même si c'est pas forcément des foudres de guerre au niveau européen à la base. On a évité cet écueil en fait parce qu'on a toujours trouvé de la profondeur assez facilement en fait. Les joueurs ont été généreux, Neymar a fait beaucoup de courses verticales, Rafinha aussi, peut-être un peu moins que l'entame de match de mardi, mais toujours est-il que le fait de savoir qu'il allait jouer que 35 minutes, il a quand même beaucoup donné. Évidemment, Florenzi, Bakker et Mbappé, naturellement, qui, pour le coup, a vraiment été utilisé dans un rôle de profondeur et de largeur plutôt que comme un espèce de deuxième attaquant qui va vraiment tourner autour de Neymar et donner des soutiens entre les lignes, même s'il a été capable de le faire aussi par moment. Donc ça a été vraiment ça l'antidote en fait, au fait de se dire on est capable d'agglutiner beaucoup de joueurs autour du ballon, de contrôler la possession, éventuellement aussi contrôler les transitions avec de la densité, mais comment est-ce qu'on allait pouvoir vraiment créer des occasions et créer le danger dans la surface adverse? Ça a été plutôt par la prise de profondeur que Istanbul a assez mal contrôlé, et même la position de la défense en général était peut-être un petit peu toujours 5 à 10 mètres trop haut vu ce qu'il y avait en face, et en gros dès que ça partait ils n'arrivaient jamais à contrôler le coup et à rattraper dans la profondeur. Donc ça a été vraiment le festival, surtout qu'ensuite défensivement on a été assez patient mine de rien. Autant on contrôlait les transitions assez hautes, mais dès que il y avait une touche pour ressortir, une faute ou que Istanbul parvenait à transiter, on était plutôt dans un bloc assez bas avec la défense qui colle un peu la surface, les milieux très bas aussi, très, très en couverture, ce qui a donné aussi des transitions à jouer. Donc c'est vraiment ces deux aspects de la verticalité qui ont fait que tu as pu créer cette montagne d'occasions et que tu t'es vraiment facilité le match et que Istanbul n'a pas pu t'opposer grand-chose en face, en fait. Quand tu avais la balle, en tout cas. Juste pour appuyer ce que tu dis, Simon, je crois qu'après le début de match assez, je vais pas dire compliqué, mais un peu en deçà, la première occasion qu'on a, c'est à la 17e, Florenzi qui trouve Mbappé en profondeur.
et il a cette occasion, il la met au-dessus, je crois, après un Oui. contrôle assez intéressant. Donc c'était juste pour appuyer ce que tu dis, c'est vrai qu'on a pas mal cherché la profondeur. Je trouve que Mbappé a été vraiment utilisé dans ce registre où il attaquait la profondeur et trouvé dans les espaces, etc. C'était intéressant, je l'ai même trouvé, j'allais dire, patient lui-même, parce il n'est pas beaucoup revenu toucher le ballon. Il l'a fait parfois parce que c'est dans sa nature, bien sûr, il aime bien toucher le ballon et être assez omniprésent. Mais par moments, je l'ai trouvé patient, il attendait un peu le ballon plus haut, essayer de faire des appels, etc. Donc voilà, c'est juste pour un peu appuyer ce que tu disais, Simon. Ouais, mais il y a plusieurs exemples. Il y a même la passe de Paredes, rappelez-vous cette action où il est sur juste le un tout penalty. petit peu hors jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ouais. Il y aurait eu Sur le penalty penalty, là. Oui, je vois Je ce veux que dire, tu... Moi, je vois de quoi tu parles, Mathieu. Là. Ouais, je vois Mathieu. Il En fait, est c'est la hors passe jeu, et après ouais. il élimine le gardien et il y allait avoir penalty s'il n'y avait pas hors jeu. Ok, non. Okay. Voilà. Non, si tu l'expliques comme ça, ouais. Mais c'était justement cette passe de Paredes. C'est Neymar qui vient un peu vers le ballon, il amène avec lui le défenseur central et Mbappé il en profite pour faire l'appel dans le dos et dans l'espace entre les deux centraux. Il y a eu aussi parfois Bakker qui partit un peu à la limite du hors jeu. Je crois qu'il y a une situation comme ça au tout début du match. Pareil, il y a la possibilité d'attaquer à la profondeur. Mais oui, Istanbul t'a donné pas mal de facilité et je pense aussi, comme Simon, que le fait d'aligner des profils très techniques au milieu de terrain, ça t'a permis quelques écueils que sur le papier tu aurais pu rencontrer. C'est-à-dire que bon, t'affrontais quand même une équipe avec un seul avant-centre et face à des équipes à un seul avant-centre, tu peux dire à quoi ça sert d'avoir trois défenseurs centraux. Derrière, tu as un 3 contre 1 à la relance qui n'est pas forcément ultra nécessaire. Surtout que tu rajoutes en plus Paredes qui a tendance à parfois à redescendre. Et tu l'avais vu sur le match de mardi, il y a une séquence à la 4e minute où Paredes vient se coller vient entre Danilo et Kimpembe. Ça te fait une ligne de 4 face à un seul attaquant, mais ça déséquilibre un peu la structure. Et donc tu te dis oui, pourquoi tu veux garder autant de joueurs derrière le ballon face à une équipe qui a un seul avant-centre. Et donc du coup les autres, si tu as un 3 contre 1 derrière, tu as un 7 contre 9 sur le reste du terrain. Et donc, tu as besoin d'une certaine infériorité numérique qui est le maximum de qualité technique pour te sortir de situations dans la densité où tu n'as pas beaucoup d'espace. Et c'est ce qui s'est passé un peu. C'est-à-dire que Rafinha, Verratti, Paredes, il y a eu des situations ou des séquences où le ballon circulait très rapidement à 1-2 touches. Parfois aussi quand Neymar s'en mêlait. Ensuite, il y avait la possibilité, une fois que c'était fixé dans l'axe, de rejouer sur le côté où là, tu trouvais le latéral un peu démarqué et un peu libre, même s'il n'y avait pas forcément la volonté de centrer, parce que de toute façon ça servait un peu à rien de centrer vu les joueurs qu'on avait sur le terrain. Ça forçait quand même l'adversaire à coulisser, puis ensuite le ballon revenait dans l'axe, là il y avait un nouveau décalage qui se crée, et c'est un peu comme ça que se joue le premier but. C'est le ballon vient du côté, ensuite ça arrive à Kimpembe, et là il y a un doute de l'adversaire, est-ce qu'il doit sortir sur Kimpembe ou pas. Il sort sur Kimpembe, mais il laisse l'espace dans le dos libre. C'est là qu'est trouvé Verratti. Et ensuite, Neymar est trouvé dans la zone où il est. Dans l'idéal, il faudrait toujours le trouver. Toujours le trouver là, exactement. Ouais. Neymar qui est quasiment hors-jeu passif au moment où le ballon coulisse en fait. Ouais, il fait un appel. Il surprend un peu le défenseur. C'est que je sais pas s'il est hors-jeu dans l'absolu, mais en tout cas, il est derrière l'ami Ponk. Et après, il réapparaît d'un coup. Et il réapparaît dans son dos. Et là, le mec, après, Neymar, il a plus qu'à enchaîner quoi. Après, il enchaîne bien. Le pauvre Ponk s'est fait enchaîner, oui, tu peux le dire. Le pauvre, il joue pas souvent, il est fini dans les best-of de la saison, il s'en rappellera du Parc des Princes. Le petit crochet sur un pas, là, enfin le petit pont là sur un pas, là, terrible. Alors, on va dire que c'était vraiment important d'avoir ce surplus de qualité technique au milieu de terrain pour gérer des situations où tu allais quand même trouver un peu de densité. Ça peut être un écueil qu'on peut retrouver face à des équipes qui défendent peut-être mieux qu'Istanbul, qui défendent peut-être plus bas, où là tu peux dire que ce serait peut-être plus nécessaire d'avoir un 9 pour fixer la défense et libérer un peu plus Neymar et Mbappé. Et ça peut être aussi un danger pour reproduire ce schéma s'il te manque un des 3 joueurs au milieu de terrain. Si tu dois mettre un Idrissa Gueye ou un Ander Herrera par exemple, là tu te dis que ça peut pénaliser un peu la circulation et la rendre plus stérile, moins rapide, et donc plus prévisible pour une défense qui a l'avantage du nombre. Donc voilà, c'est un peu les aspects qu'il faudrait surveiller si jamais ce schéma était reconduit. Mais sur un cas comme hier, avec une équipe assez permissive et énormément de technique et de qualité technique au milieu de terrain, tu fais les noms Paredes, Verratti, Rafinha, Mbappé, Neymar. On parle beaucoup de l'effectif, on se plaint beaucoup de l'effectif, mais il y a quand même très peu d'équipes en Europe qui peuvent aligner une telle qualité technique. Et, tu rajoutes en plus Di Maria qui rentre à la pause. Voilà.
c'est quand même le plus haut niveau possible d'un point de vue technique. Et quand ça joue, on va dire pour l'équipe, sans trop de touches de balle et avec intensité, concentration, ça déroule quand même très facilement, encore davantage à ce type d'adversaire. Ah, il y a des belles séquences hier au milieu de terrain, des dédoublements de passes entre Paredes, Rafinha, Verratti. Verratti qui a trouvé pas mal de fois Neymar très haut, très haut, dans des zones vraiment où il peut être super dangereux. Je crois que le deuxième but, où on récupère le ballon, il y a un petit dédoublement de passe entre Paredes, Verratti, Rafinha et après entre Neymar, je crois. Mais en tout cas, il y a des choses vraiment intéressantes au milieu de terrain. Je ne sais pas si ça va être reproduit souvent, mais ça m'a beaucoup plu, quoi. Ce qu'on nous demande un peu sur live, est-ce qu'on pense ça reproductible face Ah bah. à une équipe de meilleur calibre? Moi, j'avoue que je partage pas totalement votre enthousiasme pour le système de jeu. Je sais pas, je trouvais que... Pas un enthousiasme, c'est surtout le match d'hier en fait, Philo. Oui, oui. Après, il faudrait le revoir face à d'autres adversaires. Moi, personnellement, Danilo plus Paredes, je comprends l'idée de Tourelle parce qu'il veut sans doute garder Danilo pour tout ce qui est coup de pied arrêté, densité, taille, etc. Après, Danilo plus Paredes, ça peut quand même faire un peu doublon sur certaines phases. Mais donc, il faudra surveiller un peu ça. Mais quand tu as une équipe qui t'ouvre des portes comme hier, C'est ça. avec Istanbul, et quand tu as aussi énormément de qualité technique sur le terrain, tu es en mesure de dérouler. Et juste une petite stat pour illustrer ce que tu disais, Titi. Verratti fait 95 passes, un truc comme ça, sur le match d'hier. Il y en a 25% pour Paredes et 25% pour Neymar. Ouais, voilà. C'est vraiment les deux pourvoyeurs, les deux des partenaires plutôt. particuliers. Ouais. Ah, ça joue au foot, là. Ça se comprend très bien, ouais. Ça c'est sûr. L'autre qui croit qu'on va pas l'écouter en train de dire du bien du De capitaine. Verratti, bah, attends. Il y a quand même un truc avec Verratti, c'est que il joue. Enfin, ok, joue bien au foot, ton relayeur le plus offensif, c'était Il joue bien au Rafinha, foot, ouais. mais c'est pas tout le temps qu'on le voit jouer aussi haut sur le terrain. Ah, il Alors, était haut c'était hier. une Ouais. opposition très relative, évidemment, mais une des limites, si on pouvait considérer ça comme ça, de Verratti, c'était peut-être le jeu dans le dernier tiers, ou en tout cas la volonté de se placer un peu plus haut, de jouer un petit peu plus haut. Hier, dès que le jeu demandait d'occuper ou d'aller jouer vraiment dans cet espace disponible dans le dernier tiers, il n'a pas du tout été hésitant à le faire, même s'il a pu aussi avoir des déplacements assez larges, que ce soit au niveau latéral ou même au niveau de la relance, pour vraiment bien connecter tout le monde. Et c'est le genre de truc qui font plaisir à voir. Après, je me demande si face à une opposition plus relevée, Verratti se comporterait tout à fait pareil. Mais c'est un truc qu'il faut peut-être noter dans la structure aussi, c'est que les relayeurs ont pleinement assumé un rôle de relayeur. Alors Rafinha, c'était sûr. Verratti, il y avait peut-être un doute. Et ça s'est plutôt bien passé de ce point de vue-là. Et c'est quand même important pour maintenir notamment ta ligne de 5 au milieu avec les deux pistons et les 3 milieux centraux, d'avoir une occupation un minimum rationnel quand même. Moi, je voulais relever son activité hier. Je l'ai trouvé, enfin, c'est comme souvent, mais toujours disponible. Tu parlais qu'il était souvent présent plus haut sur le terrain, mais hier, son activité, je l'ai trouvée intéressante et très importante dans notre jeu. Je ne sais pas si on en parle assez souvent de ça, mais il était partout presque hier, hein, toujours là où est le ballon, toujours là où est le danger. Et c'est vrai que c'est super intéressant de le voir comme ça, de le voir prendre j'allais dire plus de liberté un peu offensive, même si c'est à relativiser, hein. Mais je crois qu'hier, en première mi-temps, je l'ai même vu tenter une frappe. Bon, la frappe, elle était moisie, hein. Il a quand même la base, tenté une frappe. Il a quand même tenté une frappe, et c'est important à souligner quand on le voit jouer plus haut comme ça, c'est bien pour l'équipe. Mais ça rejoint un peu ce que tu disais, Simon, sur le respect des positions. Et c'est vraiment important quand tu joues 3-5-2 face à avec un 3 contre 1 à la relance et une infériorité numérique un peu plus haut. C'est si en plus tu as des joueurs qui viennent décrocher, qui se rapprochent du ballon, là tu te retrouves vite dans des situations qui deviennent quasi impossibles pour Neymar et Mbappé plus haut. Dans le jeu de position très conservateur de Tourelle sur certains matchs, quoi. Parce que faut quand même pas oublier qu'au cours de son passage parisien, il y a beaucoup de fois où le 3-4-3 ou le 3-5-2 sont juste des systèmes pour jouer la possession des défensive, 5 contre 1 à la relance et sécuriser la possession au maximum. Là, ça a été un peu le cas hier, mais il y avait quand même la volonté d'acculer l'adversaire dans son camp, qu'il n'y a pas forcément sur ce type de système-là d'habitude. Mais j'ai trouvé les joueurs assez disciplinés, c'est-à-dire que la séquence que je citais pour Paredes sur le début de match de mardi, on l'a
pas vu dans mes souvenirs sur hier. C'est-à-dire que ça n'a pas été refait, le fait que Paredes vienne un peu marcher sur Danilo ou se mettre entre Danilo et Kimpembe pour aucune raison particulière. Et Verratti n'est pas trop redescendu non plus. Il y a des séquences, notamment, où il y a même des séquences très belles où Kimpembe a le ballon et il a la possibilité de faire une passe entre les lignes pour Verratti. Mais Verratti embarque un adversaire, ça ouvre la ligne de passe pour Neymar et c'est Neymar qui est directement touché. Et ça donne vraiment beaucoup de rythme au jeu d'avoir des joueurs comme ça qui restent un peu à leur position, en tout cas qui respectent le schéma, parce que si tu commences à avoir des joueurs qui font un peu comme ils le sentent ou qui suivent leur instinct naturel, ça peut te mettre en difficulté. Mais après, c'est peut-être aussi lié à ce que demander le match d'hier, où bon, tu dois te créer des occasions, tu dois marquer des buts, etc. Donc tu dis oui, il vaut mieux utiliser la qualité de Verratti peut-être un peu plus haut, parce que lui, il va te faire les décalages, il va être capable de trouver Neymar et de se servir de relais technique avec lui. Mais peut-être face à des adversaires plus relevés, tu auras peut-être plus besoin de Verratti à la relance. Face à un adversaire qui ne te presse pas trop, bon, tu peux utiliser Verratti plus haut, mais quand tu as un adversaire qui va venir te presser, qui va venir te chercher dans ton camp, à ce moment-là, Verratti, comme ça reste ton meilleur joueur et de loin sous pression, c'est peut-être mieux de l'utiliser beaucoup plus bas et de l'avoir en première passe. Après, je ne sais pas si, Philo, toi, tu disais que tu avais d'autres doutes sur le schéma en particulier, notamment le choix des hommes sur un match comme hier. Ouais, moi je trouve que. Enfin, c'est bien qu'on ait pu un peu attaquer la profondeur, mais par exemple, nos deux latéraux, comme tu dis, ouais, ils sont sur les côtés, c'est cool, mais au bout d'un moment, ils vont centrer pour Ils qui n'ont pas centré, ouais, c'est clair. Voilà, en fait, c'est ça qui me saoule. En fait, je trouve frustrant ce schéma, parce que tu as d'un côté une excellente possession de balle où bah forcément tu as tellement de joueurs au milieu, heureusement que tu as une possession de balle et on a les capacités techniques pour bien faire vivre le ballon. Mais ce genre de système où bon déjà tu demandes quand même beaucoup à tes deux latéraux, mais ça Bakker ne pose pas de problème et je trouve que Florenzi a vraiment fait un bon match, notamment ses insertions vers le cœur du jeu là, je les trouve il est redoutable quand il fait ça. Mais malgré tout bah, c'est pas compliqué, le centre le plus dangereux c'est Florenzi pour Bakker par exemple. Rien que ça, je trouve que c'est un peu Il y a bizarre. le centre de Marquinhos en première mi-temps aussi. Le centre de... Attends, lequel? Parce que je... Il se retrouve un peu en position avancée et il centre pour peut-être Neymar dans la surface. Oui, t'as raison. Mais je te rejoins dans l'idée, c'est peut-être que les latéraux sur un match comme hier, ils sont là plus pour fixer en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire pour étirer la défense et créer les espaces dans l'axe. Après, moi je pensais honnêtement que, comment il s'appelle Başakşehir, pardon, pas il au pluriel. Comment il s'appelle, voilà. Jouerait beaucoup plus bas. Et c'est pour ça que j'ai toujours des doutes sur ce genre de schéma tactique où tu joues sans vraie pointe. Enfin si, mais Mbappé, on sait que c'est une pointe qui n'aime pas jouer de haut but. Par exemple, là, on a très très bien reçu, on a très bien utilisé On a eu beaucoup de contres. Ouais, on a eu des contres à partir du moment où tu as de l'espace, tu sais que c'est une arme fatale. Mais quand tu arrives à le mettre dans une situation où il est dos au jeu, justement, je trouve qu'il est vite en difficulté, il décroche. Et je craignais justement un match où ils allaient se mettre en gros à 10 entre les 20 et les 40 mètres, où on allait récupérer le ballon, mais on n'allait jamais vraiment pouvoir aller dans leur surface et tout ça. Et c'est pour ça que ce genre de système, j'aime beaucoup l'idée de mettre les trois milieux ensemble. Mais si tu mets ces trois milieux-là ensemble, ça veut dire que tu n'as devant que deux joueurs, à moins d'en enlever un derrière. Et je suis pas forcément. Disons que je trouve ça dommage quand tu as Keane et Icardi dans l'effectif de n'utiliser aucune pointe. Alors Icardi est blessé, Keane a pas mal joué dernièrement, mais disons que je préfère toujours les attaques où tu as quelque part un référent devant qui permet vraiment d'attaquer la surface, quoi, tout simplement. Et c'est en ça que je suis pas ultra emballé, ça et le niveau de l'adversaire, qui pour moi, déjà tactiquement, c'était pas bon dans son approche, et qui en plus le niveau général moyen de l'effectif, et surtout avec quelques joueurs en moins, parce qu'ils ont quand même joué avec 4 titulaires importants en moins, donc c'est pas rien, était à mon sens un peu trop bas pour être viable. Enfin, par exemple, moi ce qui m'a choqué, c'est quand j'entends après la rencontre un journaliste, je crois que c'est le très bon Adrien Vicente de l'AFP, comme c'est pas contre lui, qui dit ouais, Thomas, est-ce que c'est votre match référence? J'ai hurlé, je fais comment on peut parler match référence contre une équipe pareille, quoi. Ok, c'est cool, bon déjà on a pris un but, on aurait pu en prendre 2 ou 3. Alors certes dans un match un peu bizarre, mais je vois pas du tout ça comme un match référence. Je vois ça comme une bonne expérimentation. Ouais, je vois ça comme une bonne expérimentation. Totalement d'accord. Ouais. Bah, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand notre entraîneur dit oui peut-être, quoi. Je suis là, Thomas,
revois le niveau des mecs en face quand on jouait contre Enzo Crivelli. Enfin, Ouais, mais tu sais que Tourelle, Tu sais que, voilà. je pense pas qu'il est pas parti pour mettre un schéma type sur l'ensemble de la saison. c'est sûr. Il va Mais- changer à chaque fois, donc. Voilà. Après, on nous dit, parce que c'est mention là, on nous dit l'avenir est au centre à ras de terre, monsieur. Mais je suis pour le centre à ras de terre. Mais est-ce que vous trouvez Mais que, même dans le centre que à terre, faut Mbappé- des mecs dans la surface. hein. voilà, est-ce que Oui, grave, c'est ça. Ça n'en et puis empêche est-ce rien. que Mbappé et Neymar sont des joueurs particulièrement doués pour couper des trajectoires? C'est des joueurs doués techniquement, ça c'est vrai, mais est-ce ils ont le sens de la trajectoire, du comment couper dans la surface? Je crois pas. C'est pas, enfin, on a dans l'effectif des joueurs qui s'appellent Icardi notamment, Cavani autrefois, qui eux pour le coup étaient des vrais spécialistes pour savoir quand couper une trajectoire, comment la couper, à quel endroit, comment se déplacer. Donc bon. Voilà un peu pourquoi je reste un peu perplexe. Et sur live, Je effectivement. suis d'accord avec toi, dans Attends l'idéal. juste, Simon, laisse-moi finir une seconde. excuse-moi. Déjà, je suis chez moi, donc t'attends. Non, plus sérieusement, on nous dit, on a rencontré beaucoup on me dit à moi, on a rencontré beaucoup d'équipes faibles cette saison sans avoir pu réaliser ce type de performance. Donc, au-delà de l'adversaire, on réalise une super performance. Je suis totalement d'accord qu'on a fait un bon match, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à considérer en fait cette rencontre comme un acte fondateur ou une rencontre qui permet de, entre guillemets, d'aller de l'avant en fait, qui est un pas en avant. En fait, ça me fait exactement penser à ce qu'on avait dit il y a 2 ans sur le PSG Étoile Rouge. À savoir, on leur met 6-1 à des mecs où j'en avais parlé avec des journalistes et ils me font, mais attends, tu les vois pas en zone mixte, ils ont de la bedaine, certains. C'est pour ça. Et on était là, ouais. Le match était acheté en plus. Donc. En plus, il y avait des soupçons, mais ça, c'est encore autre chose. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'arrive pas à considérer ce match comme, vu la qualité de l'opposition, comme quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer en fait. C'est surtout ça. Après, effectivement, j'ai vu la première mi-temps, le trio au milieu, le show Neymar, même quelques actions de Florenzi dont je viens de parler, j'avais beaucoup aimé. Le match même de Danilo par rapport à certaines situations ou de Marquinhos, pareil, il y a beaucoup de petits éléments que j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai du mal à considérer cette performance dans sa globalité, même en mettant de côté les 20 dernières minutes où c'était les jeux du cirque, comme une rencontre pas abouti, mais ouais, un peu référence. Voilà. Oui, vas-y Simon, excuse-moi, j'ai été un peu long. Non, mais en fait, je voulais juste dire que face à un autre type d'adversaire ou un autre type de match à jouer, ça m'étonnerait pas de voir une équipe à peu près pareille. Sauf que, en gros, t'enlèves Danilo et tu mets Moiskin, quoi. Mais tu Ça mets. révolutionne pas forcément totalement ton animation. Avec ballon, ça peut être un autre joueur qui décroche si t'as vraiment besoin de relancer à 3. Bon, dans beaucoup de matchs que le PSG joue, t'es pas obligé de relancer à 3 non plus. Défensivement, tu peux passer en 4-5-1 ou j'en sais rien au lieu de faire un 5-3-2. Donc bon, tu peux t'adapter de manière différente en gardant ne serait-ce que cette idée de garder Neymar très très haut et aussi tes techniciens du milieu. Après, il faut peut-être voir au fil des prochaines semaines avant la trêve, tricoter un peu autour de ça, élaborer des trucs et voir ce que ça peut donner à moyen terme en tout cas. De toute façon, les systèmes tactiques, ça se juge surtout à moyen terme. Après, Et puis il faut savoir en changer aujourd'hui. Enfin, l'effectif du exactement, PSG exactement. est constitué d'une telle façon qu'il faut savoir changer de système tactique. Enfin, t'as quand même pas mal de joueurs un peu fragiles dans l'effectif. Enfin, ton meilleur milieu de terrain est quand même un joueur sur lequel tu ne peux pas accorder, enfin, lui mettre le tampon fiable sur la cuisse. Entre le physique et les cartons, ouais. Ah, j'ai cru que t'allais dire entre le physique et les clopes. Ah non, non. Non, mais voilà, notre pauvre Verratti, c'est pas pour rien qu'il a pas joué les 3 premiers matchs de Ligue des Champions d'ailleurs. D'ailleurs, ça s'est un peu vu dans les résultats, il paraît, mais on va pas le dire trop vite parce que bon, voilà. Mais c'est un peu, je sais pas, voilà, on me dit la référence c'était à Old Trafford. Ouais, voilà, par exemple, Old Trafford ou même, je trouve qu'il y a peut-être plus à garder dans un match comme Montpellier par exemple. Je sais que ça peut faire hurler, mais je trouve qu'il y a des choses peut-être plus sur la durée à garder de Montpellier, qui a un terrain compliqué, tout ça, que de ce match contre Başakşehir, qui était en plus coupé en deux, avec une équipe qui était plus forcément totalement dedans, de par des circonstances qu'on comprend très bien. Mais t'as raison de pondérer, Philo, parce que la semaine dernière, après United, il y avait plein de débats pour dire est-ce que le 4-3-3 avec Moiskin en numéro 9 et Mbappé Neymar sur les côtés, c'est le nouveau schéma de référence du PSG. Et là, maintenant, on passe au 5-3-2. Est-ce que c'est le nouveau schéma de référence du PSG? Donc, c'est sûr qu'il faut prendre un peu de recul avec ça. Je pense que Tourelle va encore beaucoup changer cette saison et pas forcément rester sur un schéma en particulier parce qu'il n'a jamais vraiment trop fait depuis qu'il est à Paris. Et voilà, donc il faudra surveiller dans les prochains matchs, dans les prochaines rencontres et face au type d'adversaire qu'on peut avoir. Et déjà face à Lyon, ça peut être un bon test parce que c'est pas du tout le même type d'adversaire.
c'est peut-être un adversaire qui ressemble plus à United avec pas des ailiers mais des attaquants excentrés. Donc, toute proportion gardée, Cadavéré et Toko Ekambi seraient les Martial et Rashford. KDWR, Mathieu. On voit que tu regardes pas souvent la Ligue 1. Non, je prononcerai mal. Mais enfin voilà, je pense que Tourelle va un peu faire en fonction des adversaires, des joueurs à disposition et pas forcément se fixer sur un schéma en particulier. Après, sur le match de Lyon, par exemple, ça va être très intéressant ce que tu dis sur l'approche qu'il va avoir, parce que tu as d'un côté l'approche United, où il avait joué à 4 derrière avec Diallo arrière-gauche, et tu as de l'autre l'approche Montpellier, où pareil, c'est une équipe qui joue avec 3 attaquants assez axiaux, dont 2 faussement sur les côtés, où il a joué à 3 derrière, par exemple. Je trouve qu'il y a un vrai débat et déjà un vrai choix dans les... une vraie réflexion et une façon de juger où il en est dans ses évaluations personnelles, parce que c'est aussi lui qui évalue son équipe et tout ça. Après, enfin, il y a ce qu'il dit à la presse et il y a ce qu'il dit à son staff. Clairement, quand tu vois quand tu vois le changement de discours qu'il y a eu à certains moments, la façon dont il a déjugé ses choix initiaux, je pense notamment à Marquinhos, Danilo. Ou d'autres qu'on a vu par le passé que je n'ai pas en tête forcément, mais je pense que le match contre Lyon avec cette équipe lyonnaise à la fois très axiale et pas tant que ça, pour moi ça va être un très bon test. Je pense notamment au rôle de Danilo par exemple. Est-ce qu'il jouera dans l'axe et est capable d'aller chercher Memphis Depay qui décroche beaucoup au milieu de terrain je trouve que le match de dimanche arrive franchement à un bon moment. C'est-à-dire que Lyon est au complet. On aura 4 jours et demi, parce que je compte un demi-jour de récupération en plus avec le fait qu'on ait joué 77 minutes. On a l'effectif plus ou moins au complet, à une exception près dans les joueurs importants qui est Bernat. Mais bon, globalement, c'est l'effectif avec lequel on joue depuis le début de la saison, parce que Icardi, il a presque pas joué. Sarabia, bon... il a joué une époque, mais depuis que tout le monde est revenu, on le compte plus. Et puis Draxler, on peut pas trop non plus compter sur lui. Donc je trouve que ça va être vraiment intéressant de voir où on en est. Et on n'a pas grand chose à perdre en fond. Enfin, si, c'est toujours embêtant de perdre au Parc des Princes parce que la course au titre, bah, elle est d'actualité, quoi. Mais il y a ce match tombe bien, je trouve en fait. Ça tombe très bien même. Je sais pas, enfin peut-être que vous n'êtes pas d'accord, que pour vous, on s'en fout un peu et puis tant pis. Bah non. Non, je suis d'accord. En plus, on enchaîne avec Lille après, non? Ouais, on va à Lille ensuite. Voilà. Je pense que c'est deux matchs qui peuvent être très intéressants et on peut voir des choses qui peuvent être fondatrices, je sais pas, mais qui peuvent être intéressantes et être reprises par la suite, pardon. Moi, je suis pressé de voir le match contre Lyon dimanche, voir ce que Tourelle va mettre en place, quelle équipe va mettre en place, quel 11 sera mis sur le terrain. Je suis assez pressé de voir ce match de dimanche personnellement et tu dis qu'on n'a rien à perdre, oui et non quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas un match décisif, quoi. C'est un match important, mais c'est pas un match important. Mais tu joues trop peu de matchs face à des bonnes équipes en France. Voilà, pour pouvoir cracher sur PSG Lyon et Lille PSG qui arrive. Non, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, le PSGOM, qui est un des rares gros matchs de la saison, il a été savaté par le Covid, faut le dire. Monaco, est trêve international, tu te pointes là-bas avec une demi-équipe et tout ça. Là, t'es pas mal, quoi. Alors, faudra voir si Rafinha sera là, parce qu'il est quand même sorti un peu bizarrement et que personne n'a pu savoir ce qu'il avait. Di Maria. Oui, voilà, au pire on mettra Di Maria. Et il faudra voir, j'espère que Marquinhos sera apte aussi, parce que jouer avec Marquinhos, c'est quand même autre chose que jouer avec Kerrer. Donc, voilà. C'était qu'un coup, non, Marquinhos, non? Oui, on le voit à un moment, il prend une sorte de coup de crampon de Crivelli, je crois, ou un coup de coude au niveau de l'aine ou de la hanche. Enfin, c'est pas très loin en termes de distance. Et même pour Rafinha, je pense que a priori, il a rien. C'est juste Di Maria qui a pris la place pour essayer de lui redonner confiance, non? Je sais pas, honnêtement. Ça me paraît bizarre que Di Maria soit rentré aussi vite. En général, Tourelle fait plutôt un changement comme ça au bout de 65 minutes. Pas 45. 45, je pense qu'il y a un petit truc. Alors peut-être qu'il a pris un coup, qu'il y avait 3-0, il a fait bon, allez, c'est pas la peine, on rejoue samedi, on rejoue dimanche contre Lyon, on a besoin de tout le monde. Bon, je sais pas, faudra voir. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'il soit là pour voir s'il va reconduire justement le même 11 ou pas, par exemple. J'ai du mal à imaginer qu'il laisse un mec comme Moiskin qui lui a tout le temps fait des bons matchs, 2 matchs d'affilée sur le banc, mais il a déjà fait... Di Maria ensemble pour un deuxième match sur le banc, ce serait un peu... Il l'a déjà fait, hein. Il y a eu un moment, souviens-toi, c'était en janvier dernier, on pensait qu'il allait faire tourner, et contre, je crois, Monaco et Saint-Etienne, il a mis 2 fois d'affilée la même équipe pratiquement. Il a dit non, je suis dans une période où j'ai besoin de faire des essais, bam, deux fois le même 11 en 3 jours d'écart, donc bon. On verra.
On nous dit sur le live, peut-être par précaution sur une gêne, on nous dit: «J'ai vu une image sur le deuxième but où Neymar avait l'air de s'adresser durement à Rafinha». Faudra savoir pourquoi il s'adresse durement à lui ou s'il y a un problème physique, bon, on verra. On nous dit: «Pas suivi un seul match de Lyon cette saison», ça donne quoi? Ça donne que Rudy le Magnifique avait dit, «On pourra commencer à parler football quand on aura fini le mercato». Donc ils ont fait un mois de septembre chaotique et depuis que le mercato est fini le 5 octobre, ils ont gagné pratiquement tous leurs matchs et ça va globalement de mieux en mieux, même si les Lyonnais se plaignent beaucoup. Disons que l'équipe est Non, pas ils ont de très bons joueurs. voilà, ils ont d'excellents joueurs en termes d'effectifs, Au je milieu de pense terrain. le deuxième de Ligue 1, il y a pas trop Oui, largement. voilà. Ça envoie du foot au milieu, il y a beaucoup de techniciens aussi. Ouais, non, il y a de très, très bons joueurs au niveau du milieu de terrain, il y a des mecs comme Cacré ou Guimarães qui se sont retrouvés remplaçants, par exemple, pour vous donner une idée. Même un Paqueta qui est international brésilien n'est pas tout le temps titulaire. Donc ça donne un peu une idée d'où on en est. Mais donc on verra, pour ça. Est-ce que vous pensez non tiens une question, est-ce que vous pensez qu'on est capable de rejouer avec le même duo d'attaque Mbappé-Neymar devant, seulement contre Lyon, par exemple? Je pense pas, perso. Tu penses Je pourquoi? pense quand même que Moise Kean, a priori, il est apte. Il était plutôt en forme, plutôt très utile aussi pour, ne serait-ce que tactiquement, comme on l'a expliqué, pour mieux occuper la surface, mieux fixer les défenseurs, mieux donner de la liberté dans des contextes un peu plus difficiles aux joueurs qui vont tourner autour de lui. Donc non. Je pense vraiment qu'on devrait revoir Moise Kean en attaque. Après, comment tu l'accommodes? Est-ce que tu fais un 4-4-2? Est-ce que tu fais un 4-3-3? Est-ce que tu fais même un 3-4-3? J'en sais rien. À voir. Donc ouais, je pense vraiment que quand même, face à des oppositions beaucoup plus relevées, on a peu d'exemples de matchs sans pointe où ça s'est bien passé, que ce soit au niveau du résultat comme au niveau tactique sur le terrain. Donc je pense que Kean devrait faire son retour dans le 11 dimanche soir. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour l'aspect collectif. Il y a, sur ce PSG Başakşehir, il y a quelque chose sur lequel, dont vous voulez parler en termes de collectif ou on passe aux individualités? Non? Non, perso, c'est bon. Bon, Non, mais je pense qu'on est d'accord avec toi sur les enseignements qui sont assez C'est ça, limités ouais. quand même. Voilà. Bon, écoutez, si on est d'accord tous, on va avancer. Non, juste petit mot sur le fait qu'on ait quand même fait pas mal tourner et puis enfin, pour moi, c'est un choix un peu collectif, mais qui va faire la transition avec le perf individuel, c'est quand même que Tourelle a fait rentrer Pembele plutôt que Dagba. Oui. Ce qui insinue qu'il y a quand même eu changement dans la hiérarchie récemment, quoi. Que les mauvais matchs de Dagba ont quand même été vus, alors que les bons de Pembele ont aussi été soulignés. Donc pour moi, c'est pas rien. Et bon, après, c'est qu'un quart d'heure en fin de rencontre, hein. On parle pas non plus de la hiérarchie, je pense, est en train de bouger petit à petit au poste d'arrière droit, voire de piston droit, puisqu'on joue quand même de nouveau de plus en plus, souvent en tout cas, avec des défenses à 3, donc avec un piston plus avancé. Poste d'ailleurs dont on n'a pas parlé, mais qui correspond plutôt mieux à Florenzi que le poste d'arrière droit d'une défense à 4, même si en sélection, il joue à ce poste-là. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Mais est-ce que Rafinha est sorti sur blessure?» En fait, on ne sait pas pourquoi il est sorti. Tourelle a répondu à très peu de questions en conférence de presse d'après-match. Il y avait la traduction turque en même temps, donc ça a duré super longtemps pour 5 pauvres questions. Et au micro de Téléfoot de mémoire, il n'en a pas parlé. Au micro d'RMC, il n'en a pas parlé non plus. Donc on ne sait pas pourquoi Rafinha est sorti. Voilà, c'est un peu le doute. On le saura probablement. Faudrait vérifier. Demain, ils reprennent l'entraînement, si je ne me trompe pas, ou aujourd'hui. Faudrait vérifier un peu les photos d'entraînement. Faudra vérifier aussi la conférence de presse de samedi. Puis je pense que la presse le saura d'ici là. Donc voilà. Sur les performances individuelles, est-ce qu'il y en a un dont vous voulez parler en priorité en premier? Est-ce qu'il y en a un que vous voulez garder pour la fin parce que le meilleur est pour la fin? Par qui voulez-vous commencer? Mathieu, Simon, Titi? Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler en particulier? Moi, je peux commencer si vous voulez, il y a pas de souci, hein. Bon, ça va être pour moi Ouais, donc. vas-y. En fait, c'est le match de Danilo dont j'ai envie de parler. En fait, Crivelli représente à la perfection le genre d'adversaire que je crains pour Marquinhos, par exemple. Un buffle qui va lui mettre des coups de coude en douce, alors que Marquinhos, c'est quand même un garçon sans mauvaise foi, enfin, sans arrière-pensée plutôt. Très sain à ce niveau-là, peut-être même un peu trop pur, j'ai envie de dire, pour le football. Et je trouve que ce système où Danilo allait se frotter à l'ancien danger était bien. J'aime bien la façon qu'il a de défendre. Alors, il manquera toujours de vivacité. Et puis, il y a un moment où on voit sur 5 mètres, il prend 5 mètres ou pas loin, quoi. Mais je trouve que
il commence à trouver sa place et cette capacité à jouer comme ça en libéraux, mais aussi à pouvoir, si le match l'impose, de jouer un cran plus haut. Je trouve que sa culture défensive et sa capacité à lire des situations, parce que je suis pas fan de lui avec les pieds, avec le ballon dans les pieds, hein, je m'en cache pas, hein, même s'il est capable de faire des transversales intéressantes, qui sont d'ailleurs de façon assez hallucinante, peut-être sa plus grande force d'un point de vue technique. Mais Pied gauchière, une pied gauchière, désolé. Ouais, je sais, une pied ouais. gauchière, top, franchement. Ah oui. Déjà, un des matchs d'avant, il avait fait la même pied gauche, À pareil. Monaco. C'était à Monaco, il en fait 2 pieds À gauche Monaco. même. À Monaco. Mais donc voilà, avec le ballon dans les pieds, je suis toujours pas un grand fan parce que ça reste limité malgré tout. Mais je trouve que quand il s'agit de défendre, de jouer sans le ballon, de compenser, il a vraiment une bonne. On voit que c'est un joueur de haut niveau, quoi. Il a un cerveau de joueur de haut niveau, j'ai envie de dire. Après, il a aussi le gabarit qui va avec, hein, parce que si tu fais 1m30 comme Philippe Lam, tu vas pas jouer comme Danilo, c'est sûr. Et pourtant, les deux ont une bonne une bonne connaissance vraiment de tout ce que nécessite le jeu. Donc vraiment, le match de Danilo m'a plu à ce niveau-là. Je trouve que c'est un joueur qui est en train de s'adapter et qui, je pense, on l'a peut-être, moi le premier, hein, je m'en cache pas, envoyé peut-être un peu trop vite sur le banc de touche, parce que quand je vois le temps de jeu que lui donne Tourelle, je pense que ça en dit long sur la confiance qu'il a en lui. Et si je me trompe pas, c'est avec Keylor Navas, le seul joueur de champ qui a joué l'intégralité des 6 matchs de poule de Ligue des Champions. Et ça, je pense, ça en dit beaucoup sur l'estime finalement qu'a l'entraîneur parisien pour le joueur. Et donc quand il l'a mis en défense centrale, ce n'était sûrement pas pour se payer Leonardo ou je ne sais quoi, c'était uniquement des choix tactiques. Je pense que maintenant c'est... Enfin, ça me paraît, avec le recul et avec l'avancée des semaines et même des mois, une évidence, quoi. Donc vraiment, je félicite Danilo pour cette adaptation et ses capacités, enfin l'exploitation de ses capacités défensives dans des contextes pas toujours simples, en tout cas. Voilà, c'est un peu ça. C'est quand même mieux qu'on ait arrêté avec Danilo, Oui. défenseur droit d'une défense à 4. Ça, je suis d'accord, Mathieu. C'était assez cher sur la première phase de. Voilà. Aller en tout cas de. On a payé pour du apprendre. Ouais. Leipzig, ouais. Non, mais tu vois, on a payé pour Là, apprendre. libéraux, c'est à rigueur, c'est plus proche. C'est ça, ouais. C'est plus proche du poste de numéro 6 que du poste de défenseur central axe droit. C'est Mm. pas du tout les mêmes mouvements, c'est pas du tout les mêmes couvertures à faire. Là, en plus sur un match comme hier où essentiellement il a les miettes. Enfin, franchement, c'est comme s'il jouait numéro 6. Mais c'est parfait pour lui, ça. Ça change pas grand-chose. Ouais, et puis avec le ballon, ça le sort un peu de la densité, ouais, de la pression, donc ça le met face au jeu. Donc de ce point de vue, c'est vrai que c'était intéressant. Après, moi, je garde quand même des petits doutes sur le Danilo plus Paredes. Je sais pas si à haut niveau, ça va pas faire un peu. Je comprends l'idée de dire oui, Paredes a des qualités que Danilo n'a pas, donc il le faut sur le terrain, et Danilo a des qualités notamment athlétiques qui le rendent important sur les matchs de Ligue des Champions, donc il faut le mettre aussi. Mais parfois 1+1 ça fait pas 2 en football, ça te retire aussi des choses d'avoir des joueurs qui évoluent, qui ont tendance à évoluer dans la même zone ou qui jouent trop derrière le ballon, etc. Ça peut te retirer un peu sur le plan offensif. Donc comme ça, j'attends encore d'être convaincu entre guillemets, si je peux me permettre. Mais sur l'association entre les deux. Mais sinon, je pense que tu as pas mal de soutien, Mathieu, sur cette association ou certains doutes. Moi, c'est vraiment plus la performance individuelle de Danilo. C'est pas l'association. Non, mais sur la perf individuelle, je suis d'accord avec toi et je pense que. Enfin, Tourelle, il a toujours souligné le fait qu'il avait besoin de qualité athlétique dans son équipe pour jouer notamment les gros matchs. Et ça, Danilo, il lui donne, notamment sur les coups de pied arrêtés. Une équipe qui manque aussi un peu de taille et un peu de présence lui permet aussi d'être à la retombée des longs ballons, des dégagements. Donc ça, c'est important si Tourelle veut décider de presser. S'il veut décider de jouer plus bas, forcément avec un Danilo qui est aussi habitué à la fois au Portugal et à Porto de jouer comme ça, c'est intéressant de l'avoir parce qu'il défend plutôt intelligemment. Donc non, c'est un joueur qui va être utile et je sais pas si ça sera un titulaire indiscutable, mais sur les gros matchs, ça me paraît difficile. C'est clair qu'il part avec des a priori favorables et probablement des qualités que son entraîneur juge nécessaires dans l'équipe. C'est ce qu'on me dit sur le live. Tourelle pense comme toi ou moi, c'est pas fan du joueur au début, mais il a vu en lui des ressources nécessaires à l'équipe. C'est ça, la taille, l'impact physique, c'est des trucs que personne n'a globalement au PSG, à part Kerrer, mais Kerrer n'est pas en état de briguer un poste de titulaire, par exemple. Donc, et puis, c'est pas forcément un joueur qui peut jouer au milieu de terrain non plus. Donc, Danilo s'est imposé. Il a imposé les qualités qu'on a vues en lui, tout simplement, quoi. Ouais, et puis Danilo, il a pas une case en moins aussi. Ouais, il a une culture tactique.
Je trouve Ouais, non. intéressant, quoi. Non, c'est sûr. Bah, après, heureusement qu'un joueur de 29 ans qui est quand même Oui, quoi, capitaine de Porto. capitaine de Porto, 60 fois internationaux avec le Portugal, est dans une équipe qui est quand même une équipe qui joue avec la tête, le Portugal, avec un coach assez cérébral sur le banc de touche. Bon voilà quoi, on se doute bien qu'il joue. Puis surtout, enfin, c'est pas méchant, mais on voit que techniquement, c'est pas un monstre quoi. C'est pas Mota quoi. Il suffit de le voir jouer 20 minutes et puis tout le monde a compris. Je pense pas qu'il soit dans le taureau des Brésiliens et des Espagnols. Hein. C'est pas méchant, c'est comme ça. C'est tout. Non. Il a d'autres qualités, c'est tout. Donc voilà. À vrai dire, je m'étais pas rendu compte qu'il avait joué l'intégralité des 6 matchs, mais maintenant que tu le dis, je trouve qu'il est assez à l'image de la poule qu'on a faite, dans le sens où beaucoup trop de fois, on a été susceptible d'exploser sous pression, hein, tout simplement, avec globalement, dès que ça chauffait vraiment pour le milieu et la défense, il y avait assez peu de répondants. Et surtout, une capacité à défendre la surface qui était assez intéressante malgré tout. On concède peu de buts, on concède assez peu d'occasions franches, type des occasions du pied dans la surface. Bon, évidemment, il y a le déjà légendaire loupé d'Anthony Martial, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle, à mon avis. Et lui, il a été vraiment inscrit dans cette dynamique d'équipe qui a été tant bien que mal capable de s'en sortir avec le ballon, mais beaucoup trop fragile à mon avis, notamment en phase de relance et en termes de technique, parce que la Ligue des Champions, c'est quand même la compétition de la technique avant tout. Et par contre, défensivement, une vraie ressource, notamment de la tête, où il lit mieux les ballons aériens que Kimpembe, où il est plus grand et plus dur au duel que Marquinhos, et une manière intelligente de défendre, non pas qu'il ait été impeccable tout le temps, mais en tout cas, il a fait partie de ceux qui ont été capables de maintenir l'équipe à flot quand on a passé vraiment beaucoup de temps à défendre très près de notre surface, voire dans notre surface, ce qui n'est pas forcément une des caractéristiques de la philosophie de jeu de Tourelle à la base, mais qui est pragmatique et qui voit bien que de toute façon l'équipe est pas en ce moment capable de presser haut et de maintenir le jeu, à part contre Başakşehir dans le camp adverse, et encore même contre Başakşehir, on n'a pas tout le temps défendu si haut que ça. Donc ouais, Danilo qui a vraiment marqué un peu de son influence les matchs du PSG, pour le meilleur et parfois pour le pire. Ouais, je te confirme qu'il a bien joué de l'intégralité des 6 matchs des Champions. Et C'est bizarre, hein, au PSG. Ouais. Bah, après, au début, souviens-toi, il y a pas beaucoup de joueurs disponibles, mais C'est clair. et même en Ligue 1, à l'exception du premier match contre Nîmes, bah, il peut pas jouer parce qu'il est en quarantaine de Covid à cause du Portugal. Il est rentré à tous les matchs sauf celui contre Bordeaux où bah, on fait 2-2 et il reste sur le banc de touche. Sinon, il joue tout le temps. À Montpellier, une demi-heure. Contre le Stade Rennais, pareil, il était rentré une demi-heure. Il joue. Donc, bah, tant mieux pour lui. Là, cette saison, il en est déjà 540 et 280 à 820 minutes de jeu au PSG. Donc c'est pas mal, hein, sachant qu'il est arrivé le 5 octobre, c'est bien. Ça veut dire qu'il a déjà trouvé. Enfin, lui, on sait qu'il n'est pas dans le 11, mais peut-être pas dans le 11 de façon permanente, mais en tout cas, il est dans les 13, 14 qui jouent vraiment beaucoup, quoi. Donc, c'est bien qu'il ait su rebondir après des débuts où c'était parfois très 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 compliqué. Après, comme dit Mathieu, de là à le mettre défenseur central droit d'une défense à 4, c'est peut-être pas encore, on n'en est pas encore à ce niveau-là, quoi. Ah non, mais j'espère qu'on n'arrivera pas là. C'est très bien. On le planque un petit peu, il faut le dire. Hein. C'est pas méchant, c'est comme ça. C'est pas un joueur qui a des qualités extraordinaires au point d'en faire un milieu de terrain type Ligue des Champions qui pourra répondre vraiment à la pression, ou un défenseur droit d'une défense à 4 capable en termes de concept défensif, de mouvement, de tout ce qu'il faut faire, d'aptitude, il est beaucoup trop limité. Par contre, libéraux, Mathieu le disait, ça ressemble beaucoup à ce qu'il pouvait faire à Porto. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec un milieu de terrain très défensif, capable de compenser presque comme un troisième central dans l'axe. Donc on le planque un petit peu, mais il rend des services et c'est là qu'il est capable de donner le mieux pour l'équipe, à mon avis. Bah, tu peux l'utiliser dans l'hybride de Manchester, sinon je pense que ce sera peut-être la formule qu'on verra le plus, c'est-à-dire milieu de terrain en phase défensive et Ouais. avec le ballon, bah, il vient. Le rôle de Marquinhos avant, quoi. Ouais, un peu. Bon.
Marquinhos, d'ailleurs, je sais pas, je l'ai trouvé extraordinaire, enfin pas extraordinaire, mais vraiment excellent hier. Je sais pas, j'ai vu la presse, je dis 6, bon, j'ai pas dû voir le même match que les autres, c'est pas très grave. Ouais, moi, Après, je tu l'ai joues je l'ai contre un trouvé super adversaire sérieux. tellement faible. Oui, c'est ça, mais enfin, la facilité qu'il avait, j'avais Mm. l'impression de voir un pro au milieu du 19, quoi. J'étais là, genre bon, ok. Bref. Ah, l'intervention où il fait le sombrero Oui, voilà. un peu sur le côté. Ouais, Il voilà. courait 2 fois plus vite que Tourouk déjà. En tout cas, je trouve que il est passé en défense maintenant de façon, je pense, assez définitive pour un certain temps. Et il fait quand même d'excellentes choses, quoi. Donc je suis content de le voir aussi bon à ce poste. On verra comment ça va se poursuivre, mais c'est vrai que l'an dernier, il n'avait pas fait que des très bons matchs en défense, par exemple. Je me souviens de matchs, notamment un Dijon, où il avait clairement été catastrophique. Kimpembe aussi, d'ailleurs. On nous demande est-ce qu'il n'a pas gagné tous ses duels. Ah, c'est possible, oui, vu tout ce qu'il a fait de bien, c'est très probable qu'il ait gagné tous ses duels. De quel joueur voulez-vous parler après là, on a un peu parlé des trois de derrière globalement. Enfin, on a parlé de Kimpembe tout à l'heure sur le début de match compliqué avec Titi dans le pouls du match de mémoire, on parle là. Je sais pas, les milieux, les attaquants. De qui voulez-vous parler? Mathieu, Titi, Simon? Hum, bah, quitte à revenir sur une prestation un tout petit peu mitigée quand même, parce que j'ai trouvé tous les autres plutôt bons et plutôt dans le ton. Revenir sur le match de Mbappé. Non pas qu'il ait raté son match, mais il y a quand même beaucoup trop de moments où ça pourrait finir par coûter très cher ses manques à la finition. Que ce soit le manque de confiance, le manque de technique. Il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer. Alors c'est bizarre de dire ça au sortir d'un doublé, mais bon, le doublé, on l'a vu. Un péno de charité par Neymar pour pas que le pauvre gamin il finisse l'année 2020 sans marquer de but en Ligue des Champions. Et ensuite un tap-in sur contre-attaque. Mais hormis ça, il y a quand même 3 ou 4 occasions franches où il joue sur ses qualités, où il y a des bonnes prises de profondeur. La défense oppose presque pas de résistance. Il n'y a pas Neuer en face et il n'est pas capable de faire la décision. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu inquiétantes quand même, vu le nombre de fois où ça se produit en ce moment. Surtout qu'autant à l'époque, il était capable un peu de rater pas mal de face à face, de faire des dingueries, mais c'était toujours compensé par énormément de buts et pas que des buts faciles. Faut pas considérer Mbappé comme il est dans l'état de forme qu'il a face au but depuis le Final 8 en réalité. Parce que si on revoit ses saisons, ses buts au PSG, parfois c'était des buts très difficiles, des buts du pied gauche en une touche, des angles très difficiles où il tire très fort au premier poteau, ce genre de truc. Ou des finitions sous la barre comme son but à Monaco, qu'il avait tendance un peu à oublier, qu'il a fait beaucoup en début de carrière. Et c'est pas normal en fait l'absence de réussite qu'il a devant la cage sur ces situations, surtout que ses ratés sont plus autant compensés qu'avant. Et dans les gros matchs, ça pourrait vraiment finir par être handicapant et sans vouloir ressasser non plus ses ratés notamment le raté de la Ligue des Champions où il jouait avec 10 km de strap autour de la cheville, quoi. Et t'as pas, tiens, est-ce qu'il y a, moi je trouve je te rejoins totalement sur le fait le bilan statistique est un trompe-l'œil complètement. Mais il y a quelque chose, par exemple, je trouve qui est plutôt pas si mal, à savoir par exemple quand il arrive face au gardien cette fois-ci, il a pas tenté son dribble pour là, qu'on a vu des dizaines de fois. L'idée qu'il tente un piqué, par exemple, ça m'a plu. Alors certes, le gardien, Il a fait son dribble Il pourrave il l'a sur fait, l'action du aussi. vrai faux péno. Paredes, ouais. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est Simon que qui n'a pas digéré l'action d'ailleurs. Non, toujours pas. ah non, tu m'étonnes. Voilà. Mais ce que je veux dire, le fait qu'il tente un piqué, je trouve ça plutôt bien, par exemple. Ça montre qu'il est peut-être aussi à la recherche de diversité, de pas toujours faire la même chose, quoi. Ah, mais les piqués, il les avait. C'est pas la première fois qu'il Tu te le fait. rappelles Ouais. de son Oui. premier match de la saison après la Coupe du Monde à Guingamp? Oui, Il y a un mais doublé, pareil, il met dernièrement, un piqué, dernièrement, combien de fois? d'assassin. Je sais pas, j'ai l'impression que Pas le assez. piqué, il le faisait plus dernièrement, tu vois. Là, de nouveau, au moins, Ouais, c'est vrai. il essaye autre chose, quoi. Il a Après, fait Old Trafford. Il a fait Old Trafford c'était quand, il y a 2 saisons, ouais, contre Derrière où il manque ouais. l'action. Ouais. Mais par exemple, tu vois, ce qu'on me dit, la fois où il a fait le piqué, il aurait fallu qu'il dribble le gardien, et peut-être la fois d'avant, le contraire. Mais oui, c'est un joueur qui est en manque de confiance devant le but en ce moment. Alors, un manque de confiance, il a mis 2 buts, il en a encore mis un, enfin, il a dû mettre 3 buts en 100 minutes de jeu en 4 jours. Non, de toute Mais façon, il met des buts. C'est Est-ce qu'il y a tellement forcément c'est d'occasions du aussi Mbappé. La panne sèche n'arrivera jamais, j'imagine. Et il Il y aura produit toujours beaucoup. des Hein. buts avec Mbappé, mais c'est les situations sur lesquelles il répond présent et le type de situation qui nous intéresse en l'occurrence. je sais pas, Tigno ou Mathieu, ce que vous en pensez un peu du match, un peu de Mbappé, de ses soucis de comment dirais-je, de réussite, d'occasions manquées et autres.
On sait qu'il n'est pas dans sa meilleure période de parisienne, hein, on le dit depuis un moment. Moi, tout à l'heure, j'ai commencé un peu le podcast en disant que j'avais vu des choses intéressantes à ce poste de neuf, hein, qui ne lui fiait pas tout le temps. Et je réitère, il y avait des choses intéressantes, des appels intéressants, et le fait qu'il arrive toujours à produire et à créer pas mal d'occasions. Après, je suis obligé de faire le même constat que Simon sur le fait qu'il n'est pas en confiance et qu'il doit finir beaucoup plus d'actions, beaucoup plus d'occasions. Je pense qu'hier, le ballon piqué, pour moi, il doit le finir, hein. Je pense pas que ce soit le meilleur choix. Même si je vois ce que tu veux dire, Philo, sur le fait qu'il essaie de trouver un peu plus de variété dans le dernier geste. Mais je pense pas que c'était le bon sur cette action-là. Et il doit clairement finir et un peu moins tergiverser. Là, je trouve que cette action-là, il réfléchit trop. Et parfois, je pense qu'il doit être un peu plus à l'instinct. Et dire, quand il a commencé à Monaco, j'avais l'impression que c'était un joueur un peu plus instinctif devant le but que ce qu'il est par moment chez nous. Là, il n'y a aucune spontanéité. Voilà. Ses choix, tu les vois venir c'est 10 ça. km à l'avance. C'est téléphoné, même le crochet qu'il fait, qui amène le penalty, sur le hors-jeu, pardon. Contre Costil, contre Bordeaux, c'était pareil, tu le sentais venir. Le piqué d'hier aussi, pareil. Vraiment, j'aimerais bien qu'il retrouve un peu plus de spontanéité. Et peut-être, comme cela, il arrivera à être un peu mieux et à avoir un peu plus de confiance. Je pense que ça va venir, hein, parce qu'il produit tellement beaucoup que ça ne peut que changer au fil du temps. Il ne va pas rester comme ça indéfiniment, et surtout, même comme cela, il a mis 3 buts en 2 matchs, comme vient de le dire Philo. Ça va venir, je pense. Je suis pas inquiet, un peu déçu qu'il n'arrive pas vraiment à sortir la tête de l'eau sur ce point-là. Mais à côté, il a quand même fait de belles choses hier. La passe sur le but de Neymar, même si la défense lui offre un angle de passe facile, je trouve qu'elle est pas mal, qu'elle est bien sentie. Il y a de belles choses dans son match, à boire et à manger, comme on dirait. À boire et à manger, tout à fait. On nous dit il a des gestes automatisés, roulette, crochet gardien, crochet intérieur. Bah oui, après, il n'a pas le génie créatif d'un Brésilien, quoi, j'ai envie de dire. C'est sûr que il n'a pas la créativité, la folie de Neymar ou ce genre de joueur, ou même Mis de Luis Muriel hier, qui fait le crochet sur le gardien de l'Ajax. Voilà, par exemple. Mais après, il après, fait pas vraiment un crochet d'ailleurs, il fait plus une conduite de balle. Et limite, Mbappé, au lieu de faire des crochets, des vrais gestes techniques, parfois il devrait juste devancer le gardien avec ses appuis et finir, quoi. Pas besoin de se compliquer la vie. Faut faire les choses simples, Kylian. Je m'adresse à lui directement, je sais qu'il nous écoute. Et là, il y Et a moi, Omar, il est à la qu'il maison, il est en train de lui donner des conseils, là. Oui, je t'écoute, Tigno, excuse-moi. J'allais dire, moi j'aime bien qu'il tente de dribbler le gardien, hein. J'étais fan d'un joueur qui s'appelle Ronaldo, qui driblait beaucoup le gardien. Moi, ça me dérange pas, mais voilà, c'est trop lisible par moment, ces tentatives de crochet face au gardien, et c'est pas instinctif, et c'est ça qui le perd par moment. C'est en train de devenir l'équivalent de ce qu'était son crochet extérieur quand il jouait les droits. Oui, ouais. La fameuse action qu'il répétait un peu tout le temps, faisant mine d'aller à l'intérieur, et il faisait crochet pour partir sur l'extérieur. À la fin, c'est devenu extrêmement lisible. Ouais. Bah là, il y a un moment, il le fait encore en début de match contre Başakşehir, non, me semble-t-il, ce dont tu parles. Il le fait sur le match de United. Hier, je me souviens plus, pour être honnête. Ou peut-être mardi soir, il le fait. Je crois que c'est mardi, la toute première occasion, celle où Paredes frappe à côté à la fin, là. Il me semble qu'au départ, ça commence comme ça. Après, il va tellement vite sur ses premiers appuis qu'il y a des fois, il peut aussi le faire, et t'as beau savoir, ça passe quand même. Tu vois, enfin, il y a des joueurs qui ont fait dans toute leur carrière le même geste, et il passait à chaque fois. Voilà, je pensais évidemment à ce génial néerlandais. Et après, Mbappé, il y a aussi peut-être des moments où il est moins bon. On me le dit sur live, est-ce qu'il n'y a pas aussi il n'est pas usé physiquement et mentalement, peut-être aussi, quoi. Et est-ce que c'est pas aussi la première fois qu'il sent autant qu'il n'est pas en réussite, en fait? Parce que Mbappé, on l'a jamais, au départ, on l'a considéré comme un phénomène du jeu, mais pas forcément un type dont on attend 50 buts par saison. De plus en plus, il s'est focalisé sur ses statistiques, sur l'importance du but. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il se prend pas un peu le contre-coup de ce mode de pensée, à savoir le but pour le but tout le temps, tout le temps, tout le temps? Est-ce que c'est pas ça, finalement, qui le handicape le plus aujourd'hui, d'un point de vue psychologique, notamment? Donc, je sais pas, j'avoue que j'explique pas vraiment. Il y a un manque de travail, un manque pas de travail, un manque de technique de frappe dont on a parlé aussi. Mais je sais pas, Mathieu, ce que tu en penses, par exemple, sur un peu cette période un peu moyenne de Mbappé. Non, moi je la constate, je suis d'accord avec les constats qu'ont fait Simon.
Titi et toi, Philo. Après, sur l'interprétation, on n'est pas au quotidien non plus à l'entraînement. C'est pas ce qui est travaillé ou non. On n'est pas non plus dans sa tête. On sait pas s'il ressasse ou pas. Donc, c'est compliqué d'extrapoler là-dessus. Après, à l'image des réactions de ses coéquipiers sur le penalty, par exemple, tu sens quand même que ça le touchait un peu. Je sais pas, ils étaient tous très, très, très contents pour lui, enfin, tous très heureux, et tu sens que dans leur réaction, ça devait toucher Mbappé, cette histoire de ne pas avoir marqué en 2020 en Ligue des Champions, quoi. Bah, ça fait Mais- Ça semblait un peu au penalty offert à Cavani face à Tout à Galatasaray. fait. Un peu, ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, il y avait un peu de ça dans ce match PSG Istanbul Başakşehir, l'équipe turque qui vient pas en vacances, non, mais qui au bout de 1-0, 2-0 lâche complètement comme Galatasaray à l'époque. Bon, j'avais largement préféré PSG Galatasaray par exemple à PSG Başakşehir pour un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Ça, l'aspect. c'est parce qu'il y avait quoi, si ça je pense, Oh là là, Tanguy, reviens Tanguy, tu nous manques. Non, oui, il reviendra pas, mais bon. Il y avait un double pivot de légende à la baguette. Exactement. Ça fait 2 fois en 3 jours que vous le recitez. Ah non, mais Ouais, non, c'est différent. C'est d'abord Philo qui parle de Kwasi et Simon qui rappelle toujours que Paredes aussi. mais bon, après on va se lancer sur le sujet Rabiot, on va pas être d'accord Mathieu, tu le sais bien. Non, bon, on a parlé du match de Mbappé, effectivement, coup-ci, coup-ça. On a parlé du match de Danilo. Ah oui, tiens, sur live tout à l'heure, il y a une personne qui me disait, est-ce qu'on n'avait pas l'impression que Florenzi était complètement cramé après 70 minutes? Je sais pas, vous avez eu cette Il est impression? cramé au bout d'une demi-heure à tous les matchs depuis le début de la saison, pratiquement. Mais t'as trouvé, Simon? Moi, j'ai trouvé excellent hier. Pas hier. Je l'ai Hier, trouvé moi, très bon. j'ai vraiment aimé. Hein. J'ai vraiment aimé, C'est même ceux qui physiquement, finit j'ai le trouvé plus bon. difficilement les matchs, quoi. Il a l'air cuit à la fin de beaucoup de rencontres, surtout s'il n'a pas l'occasion de sortir. C'est à la fin de quel match où il a 2 doigts de faire un malaise au coup de sifflet. Non, mais ça, c'était il y a déjà quelques semaines, parce que si tu prends face à Manchester, C'était il il y y a a pas. 2 semaines contre Leipzig. Ouais, d'accord. Ben, oui, mais face à Manchester, tu l'as pas senti non plus en difficulté sur son côté. Ouais, mais il est venu au mois de septembre quand même. Depuis septembre, il a beaucoup joué. Il y a beaucoup de matchs où c'est pas le Florenzi de la Roma qui courait 12 km et demi par match, quoi. Non, mais ça c'est clair. Mais par contre, tu l'as pas senti autant en difficulté défensivement que tu aurais pu le croire Ah non, il au était début de la plutôt, campagne. Il a galéré, pas paradoxalement, je crois que c'est à l'aller face à Başakşehir, je crois qu'il a été le plus en Oh difficulté. oui, oh là là. Oui. Ouais. C'était pas son meilleur match. Ouais. Mais sinon, le reste, il a plutôt tenu son rang, hein, même face à des. Enfin, moi, je trouve quand même qu'il y a quand même une certaine différence par rapport à Meunier entre la qualité des deux joueurs, même ne serait-ce que d'un point de vue technique. Bah, Enfin, la qualité technique, l'utilisation c'est du un vrai ballon. latéral, quoi. Même les centres même physiquement. qu'il lance. Enfin. Mais même sur la qualité technique, Marty, je crois que c'est le but de Neymar, le 4e. Il y a une relance de bien Navas sûr. en demi-volée, là. Il a donné Ça à passe Florenzi. Extérieur du pied, Mm. magnifique. Après, celui qui touche, je crois, Mbappé ou je sais plus. Et après, il trouve Neymar en profondeur. Bon, c'est pas une passe magnifique, hein, mais il trouve Neymar en profondeur. Cette action-là, j'ai beaucoup aimé. Et techniquement, ça en dit beaucoup sur le joueur qu'il est. Dans l'utilisation du ballon, pardon. C'est sûr qu'on est à des années-lumière, si je puis dire, de Thomas Meunier, quoi. Ah bah avec le ballon, oui. Après, Avec le ballon. ouais, pour moi, l'interrogation sera toujours sur l'aspect défensif, quoi. J'ai envie de dire que jusque-là, il n'a pas été trop ciblé par les équipes adverses, à ma surprise un peu, parce que Ouais, même Rashford, même Angelino, il y a peu d'adversaires qui sont vraiment frottés à lui. Rashford sur était du de un l'autre contre côté. un pur, en fait. Et au contraire, Angelino, il est pas monté contre nous, ou presque. Enfin, Ouais, le choix c'est de Nagelsmann, c'était plutôt de pas trop l'utiliser, Angelino. Les contextes de match lui ont été assez favorables en réalité entre la défense à 5 d'une part et le fait que les adversaires ont assez peu cherché à frotter de son côté. Il a été c'est pas assez. du zouk, Simon, c'est du foot. Non, mais je t'assure que ça zouk au Parc des Princes. Donc, non, il s'en tire bien pour l'instant, mais attention aux terribles ailiers de Ligue 1 notamment qui vont peut-être nous remettre les pieds sur terre très vite. Bah là, ce week-end, si on joue en défense à 4, par exemple, contre Lyon, côté gauche, c'est Kadewere. Donc ça peut effectivement, Kadewere, sur 5 mètres, il est capable de faire des belles différences, le pauvre Florenzi. Il faudra voir dans quel état il est. Mais bon, on Et va. Cornet arrière gauche. Et le grand Maxwell Cornet, le fossoyeur de Pep le Catalan, qui sera effectivement arrière gauche très offensif. Donc ouais, on nous dit Toko Ekambi. Pour moi, Toko Ekambi est côté droit justement et c'est Kadewere côté gauche. Après, je pense qu'ils alternent régulièrement en cours de match, mais je voyais plutôt Kadewere à gauche. On me dit bon, peut-être que c'est le fameux KTE de son petit surnom de l'époque Sochaux qui est à gauche. Bon,
pourquoi pas. Enfin, dans tous les cas, c'est un profil très, très, comment dire, très gênant pour Florenzi qui avait été en difficulté face à ce genre de joueur. Je pense à, comment il s'appelle, Hassan Kamara. Hassan voilà, Kamara, Camara de Nice notamment, qui fait des grosses différences sur 5 mètres ou qui est capable de pousser très fort à l'accélération et où le pauvre Florenzi sent ses limites physiques à chaque fois. Mais moi, je rejoins Mathieu sur le fait qu'on les a pas, on les a eu sentis dans d'autres matchs sur la saison, mais hier, ça m'a pas choqué. Au contraire, je trouve que il avait pas mal de jus sur son côté quand il s'agissait même sur des courses longues, tout ça. Donc bon, on verra sur la suite. On va finir un peu sur la perf individuelle. On finit par Neymar ou il y a un joueur dont vous voulez parler? Parce qu'en fait, je trouve que Verratti, Paredes et Rafinha, on en a déjà pas mal parlé dans l'aspect collectif. Mitchell Baker, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Non, mais il a fait son match, quoi. Bon, Le but volé. le but Et volé le poteau. et le poteau. D'ailleurs, très belle volée de l'ami Mitch. Mitch apprend des meilleurs à l'entraînement, donc il travaille la finition avec Kurzawa. Voilà. Ça, c'est tout Bah, ce que mes informations m'ont dit. Eh bien, écoute, il a raison parce que Kurzawa est probablement le latéral le plus à droite devant les buts du PSG en tout cas. Il a tellement de défauts actuellement qu'on peut au moins lui rendre ça. Alors, bon, on peut finir quand même sur le match de Monsieur Neymar Junior, quand même, puisque il faut un peu parler du bonhomme. On me dit laissez Simon parler de Paredes. Non, non, mais c'est bon. Après, Non, j'en parle. C'est bon. on en parle déjà toutes les semaines, c'est bon. Hein. Bon, si j'ai le droit L'avocat, à des vacances. voilà, en vacances le Simon. Il a fini capitaine quand même, hein, je tiens à le Oui, rappeler. oui, je l'ai noté dans le compte rendu pour Culture PSG, Simon. Plus par flemme Bravo à qu'autre chose, non? qui reconnaît directement qui est digne du brassard ou pas au moment de sortir. Non, Donc je suis voilà. pas, je suis pas Bisous à sûr. Presco. Je suis pas sûr que ça soit par flemme, Titi. Souviens-toi, Parce l'année qu'il est... dernière à Pau, il avait le brassard hein, déjà. Ouais, je me rappelle, mais il est parti le donner à Navas après, non? Je sais C'est pas. Alors, il bizarre. y a une personne qui m'a dit À ça la que. toute fin du match, il y a un corner ou un truc comme ça et il lui file. Ouais. Ouais, Il n'avait pas l'occasion de le croiser. tu Hein. vois? Dégoûté. Il fallait que El Capitan Bagarre soit capitaine jusqu'au bout. Après, bon, c'était symbolique plus qu'autre chose. C'est Capitaine mais anecdotique, ouais. généreux. Enfin, vu l'ambiance dans le groupe, je suis pas sûr qu'il ait besoin de porter ou pas le brassard. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ce groupe porte. Il y a le capitaine au coup d'envoi, puis après en cours de match, Neymar l'a eu, Verratti l'a eu, Paredes l'a eu, Navas l'a eu. Fresco. Ouais. Enfin, ils l'ont tout. Enfin, Presco, je le mets un peu à part parce qu'il l'a quand même souvent, vu que Marquinhos a. Le vice-capitaine officiel. Voilà, il y Ouais. a un vrai statut 1-2. Après, derrière les 3, 4, 5, 6, c'est bon. On va dire qu'il y a un peu de. C'est un peu pareil, je trouve. Que ça soit même Neymar qui finit contre Dijon avec le brassard, c'est pas non plus délirant. Le mec, c'est sa 4e saison. Il a été capitaine du Brésil. Je pense qu'il peut assumer le statut de capitaine du PSG pour 10 minutes contre Dijon. Quoi. Bon, voilà. On nous dit bientôt Pembele capitaine. On va laisser lui le temps de grandir à Timothée. Donc, revenons sur le meilleur joueur du match. Peut-être même la meilleure performance individuelle de la saison. Neymar Junior contre ces bons clubs d'Istanbul Başakşehir. Qu'est-ce que vous voulez dire sur son match? Qui veut se lancer? Qui veut commencer? Mathieu, Simon, Tigno? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Pas mal, quoi. Pas mal, le Non, type. mais qui retrouve totalement sa forme et déjà un état physique plus en rapport à ce qu'il devrait être. Et ça lui permet de jouer beaucoup plus proche de son meilleur niveau. Il commence le match commence la reprise du match hier par 2 actions où il va un peu s'enferrer, il perd le ballon. Mais à part ça, c'est vrai que tout le reste a été fait globalement avec beaucoup de justesse. Autant sur les phases de transition laissées par les attaques d'Istanbul, parce qu'il laissait pas mal d'espace, il a su mener, il a su faire des différences d'abord pour passer les défenseurs et ensuite laisser ses coéquipiers dans des situations avantageuses de 1 contre 1 de duel direct pour ensuite aller au but. Soit dans les phases plus d'attaque placée où il a su se rendre disponible avec une connexion assez évidente avec Verratti sur la partie axe gauche et trouver dans des zones qui nous intéressent vraiment. C'est ce qui se passe sur le but, le premier but notamment. On l'a trouvé beaucoup plus proche de la surface adverse. Évidemment, c'est permis par la faiblesse de l'adversaire. Il faudra voir si on arrive à répéter ces mécanismes face à des équipes soit qui défendent plus bas, qui mettent plus de densité et qui arrivent à le contrecarrer plus efficacement, ou bien face à des équipes qui viennent te presser et qui t'empêchent directement de le toucher. Donc ça sera peut-être à revoir, mais sinon, non, son match, il a très peu raté de choses entre la 20e et la 70e, grosso modo, et réussi des gestes magnifiques. Évidemment, le but, il y a une sorte de roulette qui fait devant sa surface sur une phase de contre-attaque aussi, où il récupère une faute, je crois, vers la 30e. Ouais.
Non, il a laissé beaucoup de très beaux gestes. Et il y a la sensation qu'il retrouve un peu ses moyens et sa condition physique après une reprise post-trêve qui était plus possible et beaucoup moins lucide sur le terrain. Ouais, non, mais je pensais que t'allais continuer. C'est pour ça que j'étais surpris que tu t'arrêtes là-dessus. Ouais, non, mais il y a du dribble, il y a un peu de magie dans le match de Neymar hier quand même. Tout ce qu'il fait Non, complètement. balle au Ça pied, c'est. Je pensais à reste toi l'un qui des derniers joueurs te vraiment après. plaignais. Ouais, il n'y a pas assez de monde, tu peux voir les matchs. Non, mais hier, c'était ça. C'est un match que tu as envie de montrer à des gens parce que ce qu'il fait balle au pied, quand il attaque, les dribbles, le premier but avec ce petit pont, il est à la fois enfantin, mais il est génial, quoi. C'est tout. Tu vois, c'est là où c'est. Toi, Mathieu, je comprends très bien et tu as totalement raison quand tu dis ouais, c'est pas normal que aussi peu de gens puissent voir les matchs de Neymar au PSG. Mais même au stade hier, c'est dommage que Même ça au soit stade. huis clos, quoi. Non, c'est clair. C'est un geste qui te fait lever le stade et c'est pour ça. Tu vois, c'est très cliché de dire que tu vas au stade pour voir ça, mais tu vas au stade pour voir Neymar faire ce genre de geste, quoi. Mais tu vas au stade pour voir des joueurs un peu imprévisibles qui rompent le scénario d'un match ou même les plans des deux entraîneurs. Ça, Neymar, c'est l'un des derniers joueurs qui est capable de le faire. Et c'est pour ça que c'est aussi frustrant de le voir prendre parfois trop de temps à revenir de blessures ou du moins pas savoir s'adapter en fonction de ses capacités physiques du moment. Et bon, après, si le temps a passé, c'est juste 3-4 matchs. Bon, ça aurait pu nous coûter un peu cher, mais en général, si c'est 3-4 matchs un peu sans trop d'enjeux à passer pour ensuite qu'il retrouve ses moyens, bon, on peut passer l'éponge et se concentrer sur ces vrais bons matchs. Mais bon, c'est vrai que là, ça laisse quand même un petit goût parce que Leipzig, ça aurait pu te coûter vraiment cher, quoi. Leipzig, si tu gagnes pas, t'es dehors quand même. Donc, mais bon, ça a bien tourné et maintenant, il faut espérer le garder dans une bonne forme physique, qu'il revienne bien après la trêve. Parce que si tu as Neymar à ce niveau-là, tu as quasiment le meilleur joueur du monde. Donc forcément, ça fait une différence considérable sur les phases d'élimination directe de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est vraiment archi décisif en plus. Ouais. Ah ouais, là, il en est à pas mal de buts là, genre, depuis en Ligue des Champions, depuis Final 8 là. 6 buts. En Ligue des Champions, il a mis 6 buts en 5 matchs, sachant qu'il est catastrophique au premier, qu'il joue à peine le deuxième et qu'il joue pas le troisième. Je parle des calendriers. Le calendrier, le premier, c'est Manchester. Il fait une prestation scandaleuse. Le deuxième, c'est Başakşehir. Il sort au bout de 20 minutes, mais il joue même pas parce qu'il est limite il a mal d'entrée. Le troisième, à Leipzig, il est pas là. Le quatrième, heureusement qu'il met le péno parce que voilà. Mais après, le péno, on en a pas. Enfin, ce péno, c'est comme le dit Mathieu. Sans ça, on est dehors, quoi. Il faut Di Maria qui va le chercher et Neymar qui le transforme parce que à l'aller, on a bien vu à Leipzig que transformer un penalty. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Gulacsi est un bon spécialiste, même un très bon spécialiste, et il avait, enfin, voilà, il faut savoir. Neymar est un bon spécialiste aussi. Hein. Il est pas mal ce petit jeune. Hein. Mais bon. Non, on me dit sur le live, sur son deuxième but, Mbappé devrait en prendre de la graine. Les petits pas d'ajustement pour ne pas être hors jeu et le jeu avec le gardien avant de tirer, c'est top. Oui, bah après. Et pourtant, Neymar n'est pas forcément un joueur qui a un excellent taux de réussite devant le but. Mais oui, hier. Quand il est à ce niveau-là, qu'il est aussi virevoltant, quand il a le pied qui commence à chauffer un peu, oh là là. Ouais, c'est ça. Il peut mettre des doublés, des triplés de l'extérieur de la surface. Quoi. Presque aucun joueur peut faire ça en Ligue des Champions. Alors, on a eu le contre-exemple avec Carvecchi qui a réussi ça il y a 1 ou 2 semaines en Ligue des Champions en mettant un triplé de tir de l'extérieur de la surface. Mais là, tu rentres dans une catégorie de joueurs qui est totalement unique. Là, tu parles de Neymar, Messi... Peut-être Di Maria peut mettre un doublé ou un triplé de ce type-là, il l'a déjà fait. Mais ouais, ça se compte sur les doigts d'une main en réalité. Donc je pense qu'il faut juste s'incliner et profiter des soirs où il est vraiment le meilleur joueur du monde comme hier. Bah, Di Maria, il a fait doubler l'extérieur de la surface, mais ça n'avait pas suffi. Donc bon. Ouais. Il aurait dû en mettre 3. C'est compliqué la Ligue des Champions. Ah, c'est pas une compétition facile, hein, c'est sûr. On nous dit quand il joue dans une attaque à 2, Neymar me fait beaucoup penser au gentil joueur un peu taré de Santos, un gosse avec une iroquoise très douée. Peut-être qu'il y a un peu de ça, je sais pas. Moi, j'avoue que je l'aime bien quand. J'aime bien quand il perd pas des valises de but. Donc là, il était tellement inspiré techniquement que ça passe. Mais bon, la fin, on en parlera. C'est pas trop la peine d'en parler. Il était un peu cuit. Ça se voit qu'il est pas encore à 100%. Ouais, il était cuit, il était fatigué. Ouais, il était fatigué et tout. Mais bon. Et c'est vrai que sur le live, on nous signale le fait que quand il combine avec Verratti, la c'est un système de jeu. Là. Ah oui, grave.
Ils ont sorti sur le but, c'est lequel là où ils sortent le contre sur le contre. Et le but de Mbappé. Sur le but de Mbappé où Kipembe récupère le ballon dans les pieds de Kavechi qui allait armer une frappe, je pense. On sort le ballon avec Bakker qui se débrouille pas mal. Et ensuite, Neymar, Verratti, 1-2 là, côté gauche pour sortir le ballon énorme. Et il trouve Di Maria. Et voilà, mais c'est vrai que son association avec Verratti, elle a été top quand il se trouve comme ça. Limite, les yeux fermés, des doubles 1-2, des triples 1-2 par moment. C'est super beau à voir et on a envie d'avoir les deux à leur meilleur niveau le plus souvent possible. Je parle à Marco là, par exemple. Le plus souvent possible sur le terrain, ce serait cool. Et tard, tu parlais du fait que ce soit dommage de ne pas voir ça au stade. Je pense que sur le premier but, le parc explose. Ça me fait penser au premier match, son premier match au parc contre Toulouse. On était avec Mathieu au stade. Le but de Pastore, tu veux dire qui est un peu similaire. Ouais, mais non, je voulais dire, tu sais, l'ambiance qu'il y avait au stade sur le but de Neymar, là, on était devenus fous. Ben, ça, c'est le premier but de Neymar. Je pense que ça aurait pu être un peu pareil avec ce geste sur le défenseur. C'est dommage de ne pas pouvoir vivre ça au stade et même que les gens puissent pas voir ça à la télé parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont Téléfoot ou RMC, quoi. Ouais, après, Téléfoot, bon. Pensez pour les gens qui ont pris Téléfoot. Il n'y a plus grand monde qui va l'avoir bientôt, je peux te le dire. Non, mais je sais pas ce qu'on peut rajouter sur Neymar en fait. Non, justement, tiens, un débat sur la live qui est intéressant. On me dit qu'il perd moins de ballons dangereux parce qu'il joue plus haut sur le terrain avec la présence de Verratti et Rafinha. Mais pour moi, il y a aussi le fait qu'il est mieux, tout simplement, quoi. Parce que ses dribbles passent, donc forcément, il est plus inspiré. Après, c'est vrai que l'un des avantages du 3-5-2 que j'ai un peu critiqué tout à l'heure, c'est quand même que on lui met tellement de ballons, de joueurs derrière lui qu'il n'a pas besoin de redescendre chercher la balle, quoi. Bon, il y a bien un moment où il était vraiment, il aime trop ça. Voilà ce que j'allais dire, il aime tellement ça qu'il y a des moments où il aime bien venir prendre la balle dans les pieds de Verratti. Il est capable de le faire aussi, même de n'importe quel système. Bien il sûr. aime bien être proactif et être acteur vraiment et être déconnecté déconnecté entre guillemets du jeu et du ballon. Il aime pas trop ça, Neymar, souvent. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que globalement, il est pas beaucoup descendu par rapport à certains matchs en 4-4-2 où au départ des actions, il est derrière le 6. T'es là, attends, mais je me souviens, je sais plus contre qui c'était. Il y a une action où il est au début de l'action, il est entre l'arrière gauche et l'arrière central gauche. T'as Kimpembe qui regarde, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi. Là, ce genre de truc, ça n'arrive pas, quoi. Enfin, il y a un match aussi où je crois que c'est Marty qui l'avait relevé. Marseille. Dès le coup d'envoi, il vient prendre le ballon très très entre les centraux. Il fait de la Volpe énorme. Avec Neymar. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à Neymar à part de garder la forme, quoi. Là, il serait intéressant de voir, comme l'a dit Mathieu, dans quel état il revient début 2021, quoi. Mais bon. Il est pas mauvais, ce petit jeune, quand même. Il est pas mal. Comptez pas là-dessus. Par contre, juste un point sur le 3-5-2, c'est vrai que ça le sécurise et ça. Mais par contre, ça lui retire des options devant, quoi. Il n'y a pas forcément de neuf avec lequel il peut s'appuyer. On sait en plus qu'il a un peu de réticence à jouer avec Bakker. Ça peut aussi l'enferrer peut-être dans des solutions plus individuelles. Hein, mauvais porteur d'eau. Pourtant, Bakker est court pour lui. Bakker est court en plus, il fait les appels. Pour courir, franchement. Neymar, quand il y a les émeutiers sur le terrain, faut tout de suite remarquer avec qui il combine parce que du coup, ça vous indique qui sont les bons porteurs d'eau et les mauvais porteurs d'eau. Gay, plutôt bon porteur d'eau. Bakker doit faire ses preuves encore. Et Berchiche, si vous vous rappelez bien, ça a mis des longs mois avant qu'il y ait une toute petite flèche qui parte de Neymar vers Berchiche sur la passe map. Berchiche n'était pas très FC passe map, tu vois. Il était plus FC jus de bagarre, quoi. C'était un peu le Bakker basque. Un émeutier old school. C'était un excellent émeutier. D'ailleurs, je crois que ce pauvre Mitchell Bakker a des problèmes physiques. Yuri Berchiche a des problèmes physiques. Donc, j'ai vu, je crois qu'il a des problèmes musculaires notamment. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement à notre terreur basque. Sur Neymar ou autre, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, tiens, pour finir, on avait dit qu'on finirait par Neymar, mais un petit mot sur l'entrée de Di Maria en relayeur. C'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Comme il s'appelle, Tourelle avait ouvert la porte. Je m'attendais pas à ce qu'il le fasse, honnêtement. Je suis pas en vitesse, allez, en 1 minute ou 2. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Mathieu, Simon, Omar, non, pardon, Titi. J'ai l'habitude d'avoir le prince de Belleville avec nous, le maire de Belleville, pardon, ou le maire du 20e, je sais plus, bref. Tiens, Titi, sur toi, ton avis sur Di Maria en relayeur ? Bon, il y a eu des bonnes choses avec le ballon. Je l'ai trouvé très impliqué au 600. Pas mal de courses où il essaye de récupérer des ballons, même en se jetant un peu trop, en prenant des crochets faciles par moment. Enfin bref, Di Maria quand il défend. Bon, il y a eu des bonnes choses. Il a parfois participé aussi
avec les autres milieux de terrain, la qualité technique où il était en train de jouer avec Neymar, etc. Et il ouvrait beaucoup sur Florenzi. Il y a pas mal d'actions, il ouvre sur Florenzi et il trouve Florenzi seul qui peut ajuster soit des centres, soit de continuer une action. Je l'ai trouvé intéressant. Après, bon, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, l'adversité opposée à nous, à Başakşehir, c'était pas trop ça, mais c'est quand même bien de le voir comme cela après une période un peu plus difficile pour lui, avoir joué pas mal de matchs, être mis sur le banc pas mal de matchs. Voilà, c'était bien quand même. On nous dit Di Maria en relayeur pour défendre ses limites, il a emprunté. Oh, je suis d'accord qu'il a des pertes de balles gênantes, mais par contre, Oui, perte de balle, ouais. il s'est bien donné. Je suis d'accord avec toi, Titi, pour défendre, il a pas donné sa part au chien jusqu'au bout pour le coup. Lui, il a vraiment joué une mi-temps complète, quoi. Je sais pas, Mathieu ou Simon, ce que vous en avez pensé du match de Di Maria? Je l'ai trouvé plutôt courageux, impliqué, et avec certaines actions intéressantes. Par contre, imaginer à moyen terme remettre Di Maria dans un rôle de relayeur un peu à la Rafinha actuelle ou même, si on se rappelle bien de sa carrière, ce qu'il avait pu faire auparavant, quand il était beaucoup plus jeune, j'y crois pas une seule seconde. Là, c'était le truc du soir qui fonctionnait bien. Rafinha, on sait pas ce qu'il avait, mais dans tous les cas, mieux vaut qu'il se préserve un peu vu son passif, médical et Di Maria, fallait lui redonner un peu de temps de jeu, un peu de minutes, le remettre dans le jus un peu. Ça a été chose faite dans ce rôle-là parce que ça permettait de maintenir le système et de toute façon, il est pas non plus, il est quand même outillé un minimum, quoi. Et puis, il l'a déjà pratiqué il y a quelques saisons. Par contre, le revoir au coup d'envoi d'un match sérieux, j'y crois pas une seconde. Il finit avec 2 assists, hein. Si je dis Ouais, pas de c'est clair, bêtises. c'est clair. Ouais. Et là, ça marchait bien parce que. Des champions Di Maria. D'ailleurs, Et il là, est ça bientôt meilleur passeur de l'histoire de la compète, non? 3e meilleur Et- actuellement. Ouais. Ouais, Et du PSG, il est De pas l'histoire meilleur du buteur. PSG, ouais. Buteur du Non, PSG, il est à 94 si je me trompe pas, et le premier ok. c'est l'immense Safet les gros mollets Suzic qui est à 95. 86. Ok. 95, un joueur de qualité, qui n'est plus un jeune mais qui est de Un qualité. bon jeune. Un très bon jeune. Que ce soit la Ligue des Champions ou le PSG, il commence à être sérieusement bien placé, qui monte un peu la carrière du bonhomme et ses qualités aussi, quoi. Di Maria est le 3e meilleur passeur historique de la compétition quand même. Donc c'est pas Rien que de le dire, Pas rien. Après Après, c'est un joueur qui a 20 passes décisives par saison depuis 10 ans quasiment, donc ça aide. forcément, ça se répercute. Ouais. Donc, voilà. Mais sur un match comme hier, il y avait beaucoup de transitions à jouer. Je pense que ça a aussi pas mal facilité sur la deuxième période. Et comme Simon, je suis pas sûr qu'on revoit beaucoup Di Maria comme ça dans un cœur du jeu à 3. Bon, à la rigueur, si tu as 5 défenseurs derrière, tu peux l'envisager parce que ça te fait un peu comme un troisième joueur offensif. Mais un 4-3-3 avec 3 attaquants plus Di Maria au milieu, je pense que tu peux l'écarter. Ah oui, le relayeur de 4-3-3 façon Ancelotti, c'est fini. Mais en même temps, même c'est normal. façon, il a quand 32 il jouait ans. relayeur d'un losange à l'époque aussi, époque Ouais. Argentine ou époque Benfica, il ne peut plus. Non mais c'est Normal. ça, c'est normal, il a 10 ans de plus pratiquement le mec. Au bout d'un moment, tu peux pas être et avoir été comme ça à ce niveau-là. Des relayeurs de cet âge-là qui ont un volume pareil, à part Modric, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et encore, même Modric, on a vu ces derniers temps que lui aussi, il avait des hauts et des bas quand même. Donc c'est compliqué. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce PSG Başakşehir ou il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Bon, rien de plus. On va pas parler des remplaçants. On avait parlé de Di Maria, c'était le seul qui a eu un temps de jeu significatif. Je vous propose, pour finir ce podcast de milieu de semaine, qu'on va pas faire trop long pour une fois, de faire un point sur les qualifiés, donc, puisque nous les connaissons, les 7 adversaires possibles, et on ne peut pas jouer Leipzig une nouvelle fois. Je vais vous les citer, puisque je les ai en théorie sous le nez, si le site veut bien se mettre à marcher. Bon, c'est pas, on va le faire de tête. Barcelone, le Séville FC, pas le Betis, le FC Porto, l'Atalanta Bergame, la Lazio de Rome, l'Atlético Madrid et le Borussia Mönchengladbach. En termes de probabilité, le plus probable est paradoxalement le Borussia Mönchengladbach. Ensuite, c'est l'Atlético Madrid. Et ensuite, on est sur Barça. Voilà. Question toute simple. On va commencer. Quel est pour vous, à cet instant, le meilleur tirage, sachant que le match aller a lieu dans 2 mois, le retour dans 3. Même dans plus de 2 mois et le retour dans 3, en gros. Qui veut commencer? Titi, Simon? Qui regrettera ses propos dans 2 ou 3 mois? Sur le live, on me dit n'importe qui sauf Atlético. Bonne réponse.
C'est un peu la bonne réponse. Ouais. D'accord. Après, si on doit affiner encore plus, je pense que Monchen, malgré tout, le côté inexpérimenté peut faire que normalement tu passes sans problème. Parce que le Barça, on peut même pas appeler ça une équipe en ce moment. Voire on peut même pas appeler ça un club vu les déboires qu'ils connaissent depuis un moment. Mais sur un coup d'inspiration d'un Messi ou d'un autre, tu sais jamais trop ce qui peut t'arriver. Alors que Mönchengladbach, normalement, c'est pas une équipe qui est forcément programmée pour arriver à ce niveau-là, même si c'est une très bonne équipe de football, comme on a pu le voir face à l'Inter, face au Real notamment. Ouais, après, moi, j'avoue que je suis d'accord avec vous que l'Atlético est forcément l'équipe à éviter Absolument. de par son historique de scalp, j'ai envie de dire, puisque c'est la pire équipe de la Terre à jouer quand tu es le favori, et le PSG serait forcément le favori face à eux. Mais aller jouer le Barça de Messi, c'est quand même pas un cadeau non plus. Ouais, et puis on les a trop joués dernièrement. Hein. Ouais, C'est ouais. bon. Bah là, maintenant, ça commence à faire 3 ans qu'on les a plus joués, alors qu'on les a beaucoup joués à une époque. Mais un truc tout Ouais, bête, c'est vrai. Messi te prend la balle, tu le fauches, tu joues à 10 contre 11 pendant 90 minutes au Camp Nou. Tu peux prendre un tarif quand même. Hein. Faut pas oublier qui est ce joueur. Et même si aujourd'hui, clairement, le Barça est une équipe en crise, dans 2 mois, ça sera pas forcément la même histoire. Ça me rappelle un peu, par exemple, ce qui s'était passé avant quand on avait joué le Real. Au moment du tirage, ils étaient à la rue. Et finalement, 6 mois plus tard, ils Je soulèvent crois le que trophée. tu peux pas du tout Mais je suis comparer le d'accord. Real de l'époque et le Barça actuel. Je suis Le Real de d'accord, l'époque Mathieu. était encore champion d'Europe. Là, le Barça il sera assuré d'être sans Piqué. La défense que tu affronterais du Barça, ce serait donc Serginho Dest, Ronald Araujo, Clément Langlais et Jordi Alba. Et Marc-André Ter Stegen quand même. Ter Stegen. Et devant eux, un double pivot Busquets de Jong. Quelque chose comme ça. Non mais je suis d'accord, mais c'est juste le cas Messi en fait qui me fait dire que Barcelone, j'ai du mal à les considérer comme un bon tirage. Non, c'est clair, évidemment qu'il faut Je préfère les éviter respecter. aussi, hein, bien sûr. Si tu peux éviter, il faut respecter, mais enfin, il faut respecter et si tu peux les éviter, c'est le cas. Je pense que l'équipe avec le moins de qualité individuelle du chapeau 2 entre guillemets des huitièmes, c'est peut-être Porto. Ouais. Parce qu'à la rigueur, tu peux trouver dans les autres clubs des individualités un peu offensives. Même à la Lazio, je pense, c'est un peu sous-estimé parce que forcément, c'est une équipe moins connue, mais s'est quand même fait une belle réputation en Italie ces dernières saisons d'équipe qui sait attendre, qui sait défendre dans son camp et qui sait repartir en contre avec des joueurs qui ont vraiment beaucoup de qualité individuelle comme Luis Alberto, Milinkovic, Correa ou Immobilier qui prend bien en profondeur. Lazzari aussi, très rapide de son côté droit. C'est peut-être un peu le fou bon tirage, je dirais, la Lazio. Du moins une équipe qui est capable de te mettre en difficulté en t'attendant assez bas et en te contrant. Et sinon, peut-être Mönchengladbach du coup pour l'inexpérience, Porto pour le manque de qualité, et Séville aussi. Séville, bonne défense, mais quand même attaque assez limitée, hein, et qui a en plus perdu cet été avec Banega au niveau créatif. Donc, globalement, à part l'Atlético, tu disais pour l'historique, mais aussi même pour leur saison. Hein. Oui, il faut une bonne saison. Ah oui. C'est l'une des meilleures équipes en Europe actuellement. Avec Titi, on regarde un peu tous les matchs en ce moment, donc on est en mesure de le confirmer. Et c'est une équipe qui joue vraiment bien, un peu différemment de l'Atlético des dernières années, mais qui joue vraiment un bon football. Après, tu sais pas, dans 2 mois, peut-être, ils seront plus concentrés sur la Liga. Et... Après, j'ai envie de te dire, ils n'ont pas non plus un effectif extraordinaire cette saison Atlético en quantité, non? Je sais pas, j'ai l'impression d'une équipe qui a perdu gros l'été dernier quand même, avec le départ de Partey au dernier moment. Mais bon, pour après, le moment, ça se fait pas trop sentir. Simeone joue avec Koke, Saúl et Llorente dans une sorte de 5-3-2 avec Carrasco piston gauche. Et ça marche de façon assez surprenante, assez bien. Et devant Joao Félix. Et c'était Correa pendant l'absence de Luis Suarez qui va revenir. Il y a un peu des doutes sur Luis Suarez. Hier pas terrible. Est-ce qu'il va revenir vraiment à son meilleur niveau? Est-ce qu'il est vraiment dans la lignée de ce qu'il fait en Ligue des Champions depuis 2-3 ans? C'est-à-dire un joueur qui fait plus du tout de différence, qui marque plus à l'extérieur, etc. Ça limiterait un peu pour l'Atlético, mais globalement, c'est une équipe qui joue bien et qui produit un bon football et qui a des bons résultats cette année. Hein, et qui, même si elle est moins défensive, entre guillemets, a des stats défensives exceptionnelles. 2 buts encaissés seulement en Liga sur les 10-11 matchs. J'ai vu une stat sur le nombre de clean sheets au Wanda Metropolitano. Voilà, depuis qu'ils l'ont. Elle a j'ai oublié le nombre, mais il y a pas mal de matchs où ils n'ont pas pris de but. Ça fait froid dans le dos. Ah oui, c'est genre 2 tiers des matchs où ils n'ont pas pris de but, ou pas loin, 60% je crois. Enfin, un truc, tu fais wow. Sachant qu'en Liga, ils jouent des bonnes équipes plus souvent qu'en France. Quoi, donc, Et en Ligue des Champions, si tu compiles Metropolitano et Calderon encore avant, c'est des trucs.
c'est de la science-fiction, quoi. Ils C'est prennent assez cool. vraiment, vraiment peu de buts à domicile, pour ne pas dire pas de but. Mais malgré tout, se méfier quand même, parce qu'ils ont quand même des alternatives. Ils ont Correa en sortie de En banc. sortie de banc. Ouais. Quand Torreira va revenir, là, il revient un peu du coronavirus. Ça peut être une bonne option au milieu. Kondogbia sera éligible pour la deuxième partie de saison. Du coup, ça peut faire quand même quelques. Enfin, pour moi, ça reste l'équipe à éviter, quoi. Après, Puis évidemment, Barcelone sur. l'appel de Llorente dans notre C'est axe ça. gauche, là, j'ai pas envie de le voir pendant tout le match, moi. C'est ça. Llorente, ces fameux appels, enfin désormais fameux, entre le central et le latéral, un peu ce que faisait Valverde face à nous C'est ça. quand on joue face au Real. Là, Non, normalement, plutôt éviter. Bakker concède le péno. J'annonce. On fait la preview déjà. C'est une équipe qui arrive très, très facilement en position de centre Tiens, et très vite sur la ligne de but. Mathieu, le seul dont on n'a pas parlé, c'est l'Atalanta Bergame. Est-ce que cette année, c'est un meilleur tirage que l'an dernier? Il me semble un peu moins bon quand même, non? L'Atalanta, c'est un peu dans l'actualité en ce moment parce qu'il y a Des il y a eu rumeurs. pas mal de Avec rumeurs Papou Gomez. et confirmées même d'altercations entre Gomez et Gasperini. Ça sent un peu la fin de cycle, mais en même temps, tu es obligé de constater qu'ils sortent d'un groupe difficile. Où j'ai pas vu tous les matchs, mais ils battent Liverpool, ils battent l'Ajax. C'est quand même pas mal. Et là, bon, ils ont un début de championnat un peu poussif, mais c'était aussi le cas l'an dernier, hein, si vous vous rappelez. Ils ont un début de championnat, ce qui leur coûte à la fin le Scudetto, enfin qui leur coûte le fait de ne pas pouvoir vraiment lutter pour le Scudetto jusqu'à la fin. Donc tu sais jamais, hein, ça peut repartir. C'est clair qu'il faudra voir s'il n'y a pas quelque chose de cassé dans le vestiaire, si le rapport visiblement entre Gasperini, qui est un coach très exigeant et qui finit par presser un peu trop les joueurs au bout de quelques temps et pas définitivement rompu avec des joueurs trentenaires et qui ont déjà beaucoup donné comme Gomez ou Ilicic aussi qui était soi-disant aussi dans l'altercation. Faudra voir. Peut-être que Gomez aussi sera mis un peu sur le départ et sur le marché des transferts cet hiver. On sait que cet été, il a été proche de partir pour les Émirats Arabes Unis, il me semble, ou pour le Qatar, je sais plus. Donc voilà, il faudra peut-être un peu suivre. Malgré tout, ça reste une équipe qui est assez pénible à jouer. Ça reste le même type d'équipe et le même collectif capable de te mettre sous forte pression et dans des situations très inconfortables. Évidemment, si t'as Mbappé, si t'as Neymar, tu sais que Verratti on aussi. est capable de sauter, Verratti évidemment, qu'on est capable de sauter ce pressing. En plus, on a Navas qui peut botter des drops depuis sa ligne des buts directement vers Neymar de haut jeu. Donc voilà, bon, on aurait l'avantage de les avoir déjà joués et de les connaître, mais bon, ça reste une équipe quand même inconfortable et si tu peux les éviter, on serait favori malgré tout, mais si tu peux les éviter, c'est pas mieux, c'est pas mal. Et là, Lazio, j'insiste aussi sur le fait que c'est une équipe. Enfin, tu serais favori là encore, et je pense qu'on aurait largement les atouts pour passer, mais pour ceux qui veulent voir, là encore, ils ont un début de championnat plus difficile par rapport à l'an dernier, mais ce qu'ils avaient fait notamment face à la Juve, équipe qui a beaucoup de possessions, ils avaient contraint beaucoup de possessions stériles et ensuite à les contrer très rapidement. Ça reste une équipe assez redoutable aussi. Après, tu me dis ça, je vois que Jean-Daniel Akpa-Pro joue tous les matchs. Alors bon, Ils ont eu des blessés, du coronavirus, etc. Mais s'ils jouent avec une équipe type, c'est-à-dire Milinkovic, Savic, Luis Alberto en relayeur du 3-5-2 d'Inzaghi et Correa immobilier, malgré tout, ça reste des joueurs offensifs de qualité qui peuvent te marquer des buts. Déjà, le simple fait qu'on ait parlé de certains de leurs joueurs chez nous cet été, Ouais, ça en dit long. C'est que c'était pas affaire à des mauvais joueurs. Ça dit qu'on a Leonardo, directeur sportif aussi. Certes, mais bon. Le marché italien. Non, mais on nous dit en gros, faut tous les esquiver. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que il y a des équipes. Enfin, voilà, l'Atlético, tu sais que c'est un bourbier à mort quand tu te les prends parce que tu sais que tu vas avoir un match ultra dur à Madrid et qu'ensuite en déplacement ils sont capables de faire le dos rond pendant des heures et des heures, quoi. Enfin, l'an dernier ils sont quand même allés s'imposer à Anfield dans un match à élimination directe, quoi. Alors que Liverpool a perdu qu'un seul match cette saison, c'était face au Naples, je pense. Ouais, voilà, c'était ça. Ancelotti. Et non, mais globalement, l'Atlético c'est la meilleure équipe des 8, enfin des 7 du coup, et tout le reste on doit passer. Enfin, l'Atlético, moi aussi on devrait passer, mais le reste tu serais archi favori et le PSG. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des équipes qui sont du niveau du Dortmund qu'on joue en 8e l'an dernier, dans celles qu'on peut tirer? Par exemple, Dortmund avec Witzel, avec Chan, avec Haaland, avec Sancho et tout. dans les 8 équipes là qui restent en compétition, est-ce qu'il y a une équipe qui avait une individualité autant en forme que Haaland? Je suis même pas certain. Parce que Haaland, quand on le joue en février, le mec il aurait pu marquer du milieu de terrain, quoi. Enfin, je sais pas si on se rappelle.
Enfin, déjà, ce qu'il a mis au filet, le pauvre. C'est toujours le cas aujourd'hui. Le pauvre filet à Dortmund s'en est toujours pas remis. Parce que, le but sur Navas, là, incroyable. La frappe, là, énorme. Incroyable. Non, ouais, on me dit Joao Félix, mais aujourd'hui, Joao Félix, il pèse pas autant que ce que pesait Haaland au mois de février. Et j'aime beaucoup Joao Félix, hein, c'est un joueur extraordinaire, mais voilà, après, moi, je sais qu'une équipe comme. Si Thomas Tuchel est l'entraîneur, il n'y a pas de raison qu'il soit plus l'entraîneur en février. Je pense qu'une équipe allemande est peut-être ce qu'on peut espérer de mieux, quoi, par rapport au rapport de force, par rapport au fait qu'ils les connaissent très bien, qu'il a un peu cette culture. Enfin, il a totalement la culture germanique. Il est allemand forcément, mais je veux dire, il suit encore la Bundesliga, ça se voit, quoi. Alors après, je pense qu'il nous ferait encore une crise de microsexe en allant au Borussia Park à nous mettre une équipe défensive, à nous expliquer que c'est le terrain le plus dur d'Europe, mais ça c'est autre chose. Mais on va dire, je crains plus ces équipes italiennes, notamment Lazio ou des équipes. Enfin, j'ai envie de dire que je sais pas si l'Atlético a une identité italienne, même si je trouve qu'ils en sont pas si loin de par Simeone et ce qu'il a inculqué à cette équipe. Mais c'est plus ces adversaires-là que je crains, en fait, plus qu'une nationalité, même si j'ai dit qu'avant j'aurais voulu jouer une équipe allemande pour Tuchel. Mais il y a des équipes, en fait, les équipes qui sont capables vraiment de défendre sur des longs temps, des longs moments. Ouais, des longs moments et en bloc, c'est vraiment le truc et qui sont capables ensuite de contrer très vite, notamment. C'est quelque chose que je préférerais éviter, on va dire. C'est le cas de la Lazio qui a non seulement de la vitesse, Voilà, mais aussi c'est des ça, ouais. mécanismes pour ressortir, des appuis remises, etc. C'est pas mal entraîné hein, comme équipe. Et bon, après évidemment que Paris serait, je suis pas en train de le faire passer pour l'épouvantail, attention, de la compétition, mais comme c'est une équipe dont on parle un peu moins et qu'on range facilement dans équipe à prendre, etc. Malgré tout, ça a quand même des qualités pour t'embêter. Mais après, voilà, le PSG serait favori face à n'importe quel adversaire et tu te devras de passer en quart de finale. Après, en quart de finale, quand tu vois les premiers de poule, bah, ouais, on fera comme on peut et on verra ce qui nous tombera à ce moment-là. Mais huitième de finale, tu dois pouvoir les passer, quelle que soit l'équipe que tu rencontres. On nous dit le pire pour Paris reste les clubs allemands et espagnols. Alors, les clubs allemands, quand tu sors du Bayern, on est pratiquement tout le temps passé. Donc, faut pas. Et encore, le Bayern, c'était sur un match. Le PSG n'est pas une équipe qui a souvent eu des difficultés contre les clubs allemands. Faut pas croire. Au contraire, c'est plutôt des clubs qui nous réussissent beaucoup. En général, le PSG perd souvent contre des clubs italiens, par exemple. Espagnol, ça dépend. Des fois, c'est équilibré. Bon, après, là, des Anglais, on peut pas les jouer à ce tour-ci. On verra au tour d'après s'ils sont encore là et tout. Mais bon, il y a globalement de quoi faire. Quelque chose à rajouter sur ce tirage, messieurs? Ouais, il faudrait rendre hommage à Laurent Blanc et dire que, comme lui, je suis totalement d'accord, il faudrait passer à un tirage au sort intégral dès les huitièmes de finale, parce que cette histoire de protection par pays, là, c'est assez, assez chiant, là. Le Real qui peut prendre que 3 équipes, par exemple, ou 4, je sais plus, on en parlait tout à l'heure. C'est assez Ils vont nous scandaleux. piquer Mönchengladbach ou Porto, c'est sûr. Ils ont déjà joué Mönchengladbach. Ils ont déjà joué, ils peuvent pas. Ah oui, ils les ont écrasés d'ailleurs hier. Ouais. Donc, ils ont que 3 équipes, je crois. Ils peuvent jouer que 3 équipes. Ouais, ouais, ils peuvent. Non, 4 équipes. 4, ok, ouais. Ils peuvent jouer Porto, Atalanta. Attendez, j'ai perdu une ligne. Lazio et Leipzig. Qu'on n'a pas cité parce que nous on peut pas les jouer évidemment. Donc voilà. Bon, on a fait le tour de l'actualité. Non, petit mot sur nos féminines qui sont allées s'imposer 2-0 en Pologne, puisqu'il y a quand même un de nos rédacteurs qui est parti là-bas, donc faut le saluer. On pense à toi, mon grand, qui a eu très froid au fin fond de la Pologne. Dans les autres messages, merci pour les nombreuses personnes qui ont acheté et ou reçu en cadeau de personnes diverses et variées Rouge et Bleu, le livre des 50 ans que j'ai coécrit avec Damien Doll, qui avait fait un podcast il y a quelques semaines ici. Il est plus dispo sur Fnac.com, il faut aller en magasin. Je sais qu'il y a une des Fnac qui l'a plus non plus. Il est toujours dispo chez pas mal de libraires. Amazon l'a toujours aussi. Donc un grand merci pour tous vos messages et tout ça. Ça fait très 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 plaisir. J'espère que le livre vous plaît. Pour l'instant, il y a pas mal de retours positifs, donc tant mieux. On me dit le livre est top. Écoute, tant mieux parce qu'il y a beaucoup de passion dedans, de temps passé et vraiment de souvenirs, de tout, quoi. On nous dit premier des ventes, non, sur Amazon, on est 2e en livre de sport, je crois, derrière Arsène Wenger. Donc bravo Arsène.
Il me répondrait oui, mais Oui. voilà. Voilà. Sinon, toujours dans les annonces, le Tipeee est toujours d'actualité, on le fait tourner. Merci à tous ceux qui nous ont fait des dons dernièrement, il y en a régulièrement, donc merci à vous. Sur le prochain podcast, en théorie, donc ça sera lundi soir, si tout va bien. Si la technique ne nous lâche pas, je vais regarder ce week-end ce qui se passe pour essayer de ne plus avoir ce problème, puisque bah, là, ça s'est très bien passé, mais bon, ça a été quand même un peu ennuyeux. Et donc, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous dit donc à lundi. Un grand merci pour votre fidélité. Ah oui, un dernier truc, le podcast de lundi dernier où on a eu des nombreux soucis techniques, où j'ai des dizaines de bouts à éditer, changer, remettre en arrière. Je ne le mettrai pas sur iTunes parce que ça rime à rien, j'ai de la découpe à faire dans tous les sens et oui, maintenant c'est passé. Donc au pire, il est sur YouTube en 2 parties, comme celui-là, et celui-là, par contre, je vais le mettre, mais quand les personnes qui vont m'écouter à ce moment-là, elles l'auront déjà fini, donc ça sert à rien. Voilà. Et puis on passait déjà 20 minutes à dire pourquoi on jouerait pas en 3-5-2 face à face à Istanbul. Donc. Voilà, les experts avec un grand H vont se contenter de vous souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit. À très bientôt tout le monde, encore merci pour votre fidélité, et donc à lundi. Ciao ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Bonne nuit, bisous. Oui, voilà Simon, bisous, important.